Disons là, dans le cas de l'Iran, quelquefois je prends que la passion elle est instrumentalisée. On est face à des gens qui ont un discours à faire passer et qui oublient les faits. C'est ça qui est, je veux dire, ne pas reconnaître que l'attaque d'Israël est allée à l'encontre du droit international. C'est quand même, enfin, je veux dire, la base de la base, quoi. Euh, une autre stupidité que j'ai entendue parmi malheureusement ces débats auxquels j'ai participé pendant la guerre, c'est l'Iran n'est pas prêt pour la démocratie. S'il y a quelque chose de stupide à dire sur l'Iran, c'est bien ça. En fait, le programme nucléaire iranien, il commence dans les années 70 sous le Shah, donc avant la République islamique d'Iran. Et ça, l'Iran, quand Trump décide de sortir de l'accord en mai 2018, il y a 11 rapports de l'AIEA qui certifient que l'Iran respectait l'accord. Il y a un vrai problème. Actuellement, le principal problème pour les négociations nucléaires, c'est le manque de confiance entre l'Iran et les États-Unis. Il n'y a pas besoin d'être un grand expert pour voir pourquoi il y a autant de méfiance de chaque côté. Quand j'ai entendu les premiers ministres allemands, français et anglais valider, si ce n'est encourager cette attaque israélienne, je me dis, alors là, ça devient du grand n'importe quoi. Alors, connaissant la façon dont fonctionne Netanyahou, je pense qu'il n'aurait jamais accepté un cessez-le-feu s'il ne voyait pas qu'il y avait des risques à continuer. Bonjour, monsieur Thierry Coville. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast. Alors, la première question, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux de l'audience qui ne vous connaîtraient pas? Oui, alors donc, je m'appelle effectivement bien Thierry Coville. Je suis chercheur à l'IRIS depuis 2007. Donc l'IRIS étant un des deux grands think tanks français en matière de relations internationales. Et à l'IRIS, je suis l'Iran donc depuis, commence à faire un monde depuis 2007. Alors je suis économiste de formation. J'ai fait ma thèse sur l'économie iranienne depuis la Révolution, mais disons, par la force des choses, j'étais obligé de m'intéresser à la société iranienne, à la politique, aux questions comme le nucléaire, etc., aux relations internationales. Donc voilà, ça j'ai appris, on va dire, sur le tas, toutes ces questions-là. Vous êtes un spécialiste reconnu sur l'Iran et j'aimerais peut-être commencer par un extrait des premières pages de votre dernier livre, L'Iran, une puissance en mouvement. On a souvent le sentiment que dès qu'on évoque une question impliquant la République islamique d'Iran, ce sont les passions qui prennent le dessus et très souvent, la discussion évolue entre les partisans et les antis. Est-ce que tu penses que c'est toujours le cas? Est-ce que tu penses que c'est toujours difficile de parler de l'Iran dans le débat public aujourd'hui? Ah ben, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, je viens de l'expérimenter directement avec la séance de la guerre là, de 12 jours entre l'Iran et Israël. Et j'avoue que c'était oui, fatigant de se retrouver dans les médias parce qu'il y a effectivement cette question des passions. Alors, qu'on soit passionné, notamment par son pays, son avenir, etc., ça, c'est tout à fait logique. Mais disons, là, dans le cas de l'Iran, quelquefois, je prends que la passion, elle est instrumentalisée. On est face à des gens qui ont un discours à faire passer et qui oublient les faits. C'est ça qui est fatigant. Donc ça, c'est un des vrais problèmes qu'on a avec l'Iran, notamment quand on se retrouve avec des gens qui ont des opinions politiques bien arrêtées. Pourquoi pas, mais ils oublient les faits. Alors là, en plus, moi, je pense que dans le cas de l'Iran, et on l'a bien vu avec cette séance de la guerre, il y a un vrai problème de désinformation. Mais je veux dire, ne pas reconnaître que l'attaque d'Israël est allée à l'encontre du droit international, c'est quand même, enfin, je veux dire, la base de la base, quoi. Et j'étais souvent dans des débats sur des chaînes d'information continue où, où j'avais l'impression de dire quelque chose d'énorme, alors qu'il me semblait que attaquer parce que une attaque anticipée, voilà, c'est quoi, attaque préventive, aux dernières nouvelles, c'est pas reconnu dans la Charte des Nations Unies. On a l'Iran, enfin l'Israël n'avait pas le droit d'attaquer ce qu'ils disaient quand même officiellement de détruire les usines d'enrichissement d'uranium de l'Iran. Ben, ils n'ont pas le droit puisque l'Iran normalement l'Iran est sous contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc l'Agence internationale de l'énergie atomique aurait dû monter au créneau, ce qu'ils n'ont même pas fait pour dire que l'Israël n'avait pas le droit de faire ça. D'autre part, il y a quand même l'accord sur le nucléaire de 2015 qui donne le droit à l'Iran d'enrichir l'uranium. Donc un pays qui n'a même pas signé le traité de non-prolifération, qui se permet d'attaquer un autre pays pour détruire ces installations d'enrichissement d'uranium, alors que ce pays a le droit d'enrichir l'uranium, parce qu'il a signé le traité de non-prolifération. Et ces fameux accords de 2015, j'ai écouté ce matin, je crois que l'Iran est le seul pays
où une résolution des Nations Unies reconnaît ce droit d'enrichir l'uranium. Donc l'amplitude des atteintes au droit international était tellement évidente que j'étais presque étonné de devoir le rappeler. Donc ça confirme ta question. Oui, effectivement, on est face à, je pense, on est face à la question. Il y a la question des passions. Et souvent, il y a de l'instrumentalisation parce que les gens connaissent pas bien l'Iran. Donc, quelquefois, on dit des choses carrément fausses. Et puis, il y a vraiment la question de la désinformation parce que c'est tellement facile. L'Iran fait un méchant assez parfait. Donc on oublie également les faits. Et je pense qu'il y a une vraie question de désinformation vis-à-vis de l'Iran. Oui. J'aimerais parler avec toi de beaucoup de choses en rapport avec l'Iran. On va parler justement de cette guerre des 12 jours, la question du nucléaire iranien, etc. Et je voudrais peut-être d'abord commencer, comme première question, c'est quoi l'Iran? Est-ce que tu as quelques chiffres, soit en termes de PIB, soit en termes d'étendue du territoire, à donner sur l'Iran pour qu'on puisse un peu s'imaginer ce que c'est que ce pays du Moyen-Orient? Alors, c'est quoi l'Iran? Alors, quand le B.A.B.A., c'est vrai que c'est un pays immense, mais c'est un pays immense par sa superficie, parce que c'est quand même 3 fois la France. Donc c'est un pays gigantesque. Et je pense ce que j'ai découvert de plus en plus, alors moi, l'Iran est un pays compliqué. Et moi, j'ai vécu 3 ans, j'ai fait plus de 12 voyages, j'y suis. Bon, c'était le hasard. Juste avant la guerre, j'y étais passé 2 jours. Voilà, j'essaye d'y aller le plus possible. Mais ce qui me frappe avec l'Iran, c'est quand même la diversité, à l'opposé de l'image qu'il donne, c'est la diversité à la fois des cultures, alors des religions, oui et non. Il y a quand même 90% de chiites. Il y a à peu près, enfin oui, 8-9%, c'est pas trop, de sunnites. Et il y a les minorités chrétiennes, juives et zoroastriennes. Et des baïs aussi, alors, mais les baïs ne sont pas reconnus par la constitution de la République islamique d'Iran. Donc c'est un pays divers aussi, on va dire, en termes religieux, en termes d'ethnie, parce qu'on a quand même, donc on a les Persans, mais la deuxième minorité ethnique, c'est les Azéris. Il y a également, je vais en oublier, comment dire, les Turkmènes, les Arabes, les Kurdes. Enfin, je veux dire, voilà, ce que les ethniques j'oublie, qu'elles me pardonnent, parce qu'il y en a beaucoup. Mais c'est vrai, et ce qui me frappe avec l'Iran, il y a des régions qui sont très différentes les unes avec les autres. Moi, j'ai eu la chance d'aller en 2014 dans le sud, voilà, le sud-est de l'Iran, le sud, du côté de Khorramshahr. Ah ben non, c'est plutôt des zones, on va dire, entre guillemets, de culture arabe. Et c'est là où on se rend compte, c'est qu'il y a à la fois des fondamentaux dans le pays, on va peut-être en reparler, c'est la modernisation du pays. Ça, c'est très clair dans tous les endroits de l'Iran, mais il y a quand même des caractéristiques culturelles fortes. Je suis allé dans l'ouest de l'Iran, c'est plutôt les zones azéries. On voit très bien, les gens parlent, quand ils sont entre eux, ils parlent le turc, hein, ils parlent plus persan. Donc, on est face avec des caractéristiques culturelles fortes. Moi, je suis allé du côté de Mashhad aussi, quand j'habitais en Iran. C'est une zone aussi complètement différente. Donc, ce qui frappe avec l'Iran, c'est cette diversité. J'avais un ami sociologue iranien qui parlait de la mosaïque iranienne. Donc, pour résumer ce que je voudrais dire, c'est un grand pays, 3 fois la France, population importante, c'est près de, je crois, 90 millions d'habitants. Un pays en pleine modernisation, c'est ce qui va complètement à l'encontre de tous les clichés qu'on peut avoir en Iran. Et puis aussi un élément qui est, quand on ne connaît pas l'Iran, c'est effectivement cette diversité religieuse, oui et non. Mais il y a quand même, il y a quand même des... Je me rappelle, j'ai visité, il y a une église arménienne chrétienne à Isfahan. Enfin, il y a quand même plus de diversité religieuse qu'on pourrait le croire. Diversité, on va dire, ethnique. Et puis sur la diversité des cultures. Donc, je crois que les vrais personophones, de mémoire, ça doit être 50% du pays. Donc il y a beaucoup de questions sur effectivement l'usage de la deuxième langue. Donc c'est des débats qu'on connaît aussi assez bien en France, hein, parce qu'il y a ceux qui disent que oui, l'unité du pays implique que le persan soit toujours la langue, voilà, qu'on apprend partout. Mais bon, il y a aussi des spécificités culturelles, locales, etc. Et ce qui me frappe aussi avec l'Iran, je ne sais pas comment le dire, il faut y aller, peut-être c'est le dynamisme, mais c'est surtout la vivacité des gens. Et j'étais très surpris quand j'écoutais les médias en français qui me parlaient de société bloquée. Un peu les clichés, voilà, une société religieuse bloquée, etc. Ce qui est absolument pas le sentiment quand on y va. On a au contraire vraiment, j'écoute les débats même que j'entends aujourd'hui, quelque part, je me dis, mais ça va à toute vitesse.
Donc j'ai l'impression qu'effectivement, l'Iran est dans une phase de modernisation, notamment des mentalités. Alors ça, c'est difficile à décrire. On le voit avec comme l'élévation du niveau d'éducation, notamment des femmes. Et ça, c'est aussi, je dirais, ce qui frappe le plus en Iran, c'est à quel point la société change. Ça pose des problèmes au système politique. Et on le voit bien, si vous voulez, si tu veux, quand une société change, en fait, c'est tout qui change. Même les durs changent, même les radicaux changent. Donc là, ça, je pense que c'est vraiment frappant quand on va en Iran aujourd'hui. C'est à quelle vitesse la société change. Peut-être on pouvait voir ça avec le cinéma iranien. Vous voyez bien que le Kiarostami, d'autres grands cinéastes iraniens, donnaient quand même l'image d'une société en pleine interrogation, en pleine évolution, qui était à l'opposé de tous les clichés qu'on pouvait avoir sur l'Iran. Petit fait intéressant que j'ai vu dans ton livre, j'ai appris que l'origine du nom Iran, c'est la terre des Ariens. Est-ce que tu peux m'en dire un petit mot? Est-ce que ça a un rapport avec les Ariens de l'Allemagne nazie ou pas du tout? Est-ce que c'est Non, mais ça, c'est le rapport des Ariens ça dépasse moi. Déjà, j'ai du mal avec l'Iran depuis la Révolution. Alors, j'ai été obligé de m'intéresser avec l'Iran d'avant la Révolution. Mais enfin, l'Iran n'est pas la vie, hein, depuis que la lignée Pahlavi commence en 1925. Alors ça, c'est les Ariens. On remonte dans les premières ethnies qui arrivent, je ne sais pas, il y a combien de milliers d'années. Donc, voilà, alors ça, chaque pays a un petit peu ses mythes fondateurs. Donc, je pense qu'il faut pas, ça existe. Il faut pas non plus. Il y a une part de chauvinisme et nationalisme, effectivement, qui, comme dans tout l'Iran, n'est pas exemple de ça, hein. Donc, effectivement, ils sont quelquefois très fiers de se présenter comme le pays des Ariens, etc. On va dire berceau de l'humanité, etc. Bon, je pense que ça fait partie des mythes fondateurs. Je ne sais pas si c'est très important pour comprendre l'Iran d'aujourd'hui. Alors, on va peut-être commencer à comprendre le système politique iranien. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que fonctionne l'Iran? Et la question qu'on attend tous, est-ce que c'est une théocratie pure? Oui, alors, j'écoutais notamment beaucoup de débats sur l'Iran d'après la guerre des 12 jours. Effectivement, on a l'impression que tout est remis en cause. Donc, j'écoutais un débat hier, un professeur d'université qui a dit: ah bah oui, le problème qu'on a, c'est qu'on a on peut pas continuer avec cette dualité du gouvernement. Un débat, c'est une chaîne YouTube, mais c'est fait en Iran, quoi, avec des anciens députés. La dualité, qu'est-ce que ça veut dire, la dualité du pouvoir iranien que tout le monde connaît? C'est qu'effectivement, il y a deux sources de légitimité dans le système politique iranien. Alors, il y a ce que les Iraniens appellent le Velayité Fari. Velayité Fari, c'est le représentant du Dieu, quelque part, hein. Et c'est lui qui est la clé de voûte de tout le système. Et donc, ça doit être un religieux. Et il reflète, donc c'est la clé, parce qu'il reflète la supériorité du religieux sur le politique. Donc, le fait que ce soit un religieux, un Fari, un religieux qui domine le système politique, on comprend effectivement que c'est la base du système politique iranien. Mais d'un autre côté, donc ce poste a été créé par l'imam Khomeini après la Révolution, puisqu'il voulait que l'Iran était une république islamique. Donc, il doit être dirigé au sommet par un religieux. Mais il disait bien qu'il doit avoir la connaissance du monde. Parce que finalement, c'est lui qui a le premier mot dans le système politique iranien sur beaucoup de questions. Je crois qu'il commande le système judiciaire. Il commande. Il y a deux armées en Iran. Il y a l'armée traditionnelle, puis les passes-d'Aran. C'est lui qui commande les passes-d'Aran. En fait, pour les grandes questions internationales, comme les questions nucléaires, c'est lui qui tranche à la fin. Donc, il peut même, ça s'est déjà vu, quand une loi est discutée au Parlement, décider que la loi ne sera même pas discutée. Donc, on va dire, ah oui, c'est vraiment, c'est vraiment, on va dire, le pouvoir numéro un en Iran. Et en plus, donc, en 1989, il y a la mort de l'imam Khomeini, et c'est l'ayatollah Khamenei qui prend sa succession, donc est le nouveau Velayité Fari depuis 1989. Et lui, il est beaucoup plus politique que religieux, ce qui complique encore les choses. Donc, il a créé une véritable administration, qui est en fait, que les Iraniens appellent une administration de l'ombre. Donc, il chapeaute l'administration officielle. Donc, ça fait un système politique très compliqué, ce qui conduit beaucoup d'Iraniens à se dire finalement, pourquoi aller voter? On vote pour un président qui est censé mettre en place un gouvernement, et ensuite ce gouvernement est bloqué par des institutions parallèles qui ont plus de pouvoir que lui et qui, eux, ne sont pas soumis au vote démocratique. Donc il y a d'énormes questions en Iran. Effectivement, pour répondre à ça, il y a cette légitimité, il y a deux légitimités qui s'affrontent. La légitimité de Velayité Fari, donc la supériorité du religieux sur le politique, même si
il est très politique, puisqu'il dirige tout le système politique, économique iranien. Et puis, il y a une légitimité démocratique, parce qu'effectivement, il y a quand même des élections en Iran. Alors, quand je dis ça avec notamment des opposants, on me saute dessus en me disant oui, mais comment vous pouvez dire l'Iran n'est pas une démocratie parfaite? Je suis le premier à le reconnaître. Enfin, je veux dire, c'est pas la Suisse, c'est pas le Danemark. Il y a beaucoup de problèmes dans l'organisation des élections. Alors, il y a des élections pour le Parlement tous les 4 ans et des élections pour le président tous les 4 ans également. Il y a notamment des filtrages qui ont été mis en place. Il y a ce qu'on appelle le Conseil des gardiens, qui officiellement est un petit peu on va dire l'équivalent du Sénat chez nous. Quand une loi est votée, ils vont la valider pour son caractère islamique. Mais ils se sont arrogés le droit, quelque part, de filtrer également tous les candidats aux élections législatives et présidentielles. Et c'est un petit peu... Alors, souvent, ils disent on refuse tel candidat parce qu'il n'est pas fidèle au principe de la révolution. Je donne un exemple. Il y a Ali Larijani, qui était président du Parlement, président de la télévision iranienne. Qu'est-ce qu'il a eu comme aux fonctions? Enfin, il a eu des fonctions énormes. Et il a été considéré comme pas légitime pour se présenter aux dernières élections présidentielles. Donc, on voit bien que c'est des calculs on va dire, de bout de table. Donc, effectivement, tout ça pour revenir, il y a cet énorme filtrage qui fait que on n'a pas le caractère démocratique n'est pas total. Mais quand même, il y a quand même un choix qui est donné aux Iraniens. Par exemple, aux dernières élections présidentielles, en juillet 2024, il y avait le choix entre vraiment un candidat, Jalili, qui était vraiment pour un Iran très dur, très radical, et on va dire Massoud Pezeshkian, qui était pour un Iran plus modéré, qui notamment lance des négociations avec l'Occident pour régler la question nucléaire. Donc, il y avait quand même un choix. Et donc, tout ça pour répondre à ta question, il y a quand même une légitimité démocratique, et c'est une question maintenant qui est débattue. Est-ce qu'on peut continuer comme ça, avec une légitimité religieuse et des institutions qui chapeautent les institutions démocratiques, et le président qui est un petit peu coincé? Je donne un autre exemple, mais c'est intéressant par rapport à aujourd'hui. Il y a qu'ils appellent le Conseil supérieur de la sécurité nationale en Iran, qui est une instance qui n'est pas démocratique et qui prend un certain nombre de dirigeants et qui règle toutes les questions militaires du pays, en fait, toutes les questions de défense. Et en fait, d'après ce qu'on a compris, je ne crois pas qu'il y ait une déclaration officielle, maintenant, cette institution, après la guerre avec l'Israël, va chapeauter le ministre des Affaires étrangères iranien. Donc on en revient à cette idée de quel droit cette institution... On comprend les impératifs de sécurité, mais disons, il y a un énorme débat en Iran sur le fait, est-ce que ce n'est pas le moment de changer de système? Alors là, changer de système, c'est aussi remettre en cause la révolution iranienne et la façon dont fonctionne la République islamique depuis la révolution. C'est pas ça, mais on va dire c'est peut-être la question de base sur le mode de fonctionnement du système politique iranien. Et sur le rôle central un peu de ce guide suprême en Iran, donc il y avait Khomeini qui a été, Khamenei qui a succédé à Khomeini. Comment est-ce que sont perçus ces personnages au sein de la société iranienne? On a cette impression que Khomeini avait une aura dans la société iranienne parce qu'il a été un peu le leader de cette révolution. Est-ce que c'est le cas aussi de Khamenei? Parce que tu l'as dit, hein, il est un peu plus dans le politique que dans le religieux, sa légitimité. Comment est-ce que sont perçus ces personnages dans la société iranienne? Alors en fait, je pense qu'il y a eu un effritement de la légitimité du système politique iranien, parce que la légitimité du système politique iranien, c'est la clé, en fait. Parce que là, tout le monde parle, il y a un problème de confiance. Donc très clairement, par exemple, un chiffre évident, je crois que le taux de participation aux dernières élections présidentielles en Iran, donc juillet 2024, c'est sans doute le plus bas depuis la Révolution. Il y a eu des élections les dernières élections législatives, alors je crois que il faudrait vérifier dans les chiffres, c'est peut-être 2023. Les taux de participation au deuxième tour à Téhéran, je crois que c'était aux alentours de 7%. Donc, on a la réponse à ta question. Il y a un problème de légitimité du système politique iranien, et très clairement, le guide est impliqué. Parce qu'il est accusé de ce que j'ai dit. Il est accusé par beaucoup d'Iraniens de dire qu'il a outrepassé ses droits, et toute l'administration qu'il dirige ne laisse pas les institutions démocratiques fonctionner. Et donc là, il y a un énorme problème. Et très clairement, alors c'est vrai, alors
toujours difficile à mesurer, mais très clairement, je pense qu'il y avait quand même. Moi, quand j'entends, j'étais à un débat à la télévision française, j'entends quelqu'un, bon, quelqu'un, un éditorialiste qui dit ah oui, la révolution iranienne est intervenue parce que les Américains ont laissé tomber le Shah. C'est comme si on disait que la Révolution française est intervenue parce que les armées, je pensais à ça, les armées en Autriche n'ont pas pu aider le roi Louis XVI, quoi, de n'importe quoi, quoi. Je veux dire, il y avait des millions d'Iraniens dans la rue, hein, et donc il y avait plein d'éléments qui faisaient qu'ils sont sortis. Et donc effectivement, il y avait une popularité et une légitimité, alors pas tout le monde, hein, mais de Khomeini, et qui était liée à la légitimité à la République islamique d'Iran. Ça s'est effrité, alors c'est difficile de savoir exactement. Peut-être que une des cassures, c'est l'arrivée d'Ahmadinejad, parce qu'effectivement, il y a eu, par exemple, en 1997, il y a un président réformateur qui est élu, il y a un énorme taux de participation. Et il a été élu, je ne sais pas avec combien de millions de voix, mais il y avait vraiment une volonté en Iran de changer les choses. Et, et à partir de là, quand même, Khamenei, il a eu un rôle, il a joué un rôle. Alors toute la mouvance radicale également, ils ont tout fait pour que cette mouvance modérée n'arrive pas à mener son projet politique. Bon, toute la responsabilité n'est pas du côté de Khamenei. On peut penser que les réformateurs eux-mêmes n'ont pas été assez loin, n'ont pas été assez déterminés dans leur volonté de mettre en place leur projet politique. Bref, peut-être la cassure, certains disent la cassure c'est là, c'est qu'à partir de l'élection de Ahmadinejad 2005, il y a à la fois les gens commencent à se dire mais à quoi ça sert de voter, quoi. Je veux dire, on vote. Et puis, de nouveau, en 2013, on votait pour Rouhani, qui était plutôt modéré, pas un réformateur, mais modéré, qui a promis de régler la question nucléaire iranienne. Bon, Trump, il a mis tout ça en l'air, mais disons, donc on peut penser qu'il y a un effritement, même un recul de la légitimité, et Khamenei est très clairement impliqué, à tel point que, de plus en plus, lors des manifestations de protestation qu'on entend en Iran, on entend abat le dictateur. Et c'est contre Khamenei. Donc là, il y a un vrai problème de ce côté-là. Personne ne sait, mais pour résumer l'état de pour répondre à ta question, l'état de la société iranienne aujourd'hui, je suis assez d'accord. Je pense qu'il y a une minorité, j'entendais quelqu'un qui disait ça, une minorité d'Iraniens, on va dire le MAGA iranien, quoi que dise Khamenei, ils sont toujours là à dire oui, il a raison, quoi. Je veux dire, mort aux États-Unis, mort à Israël, etc. Il y a une minorité d'Iraniens qui hait le régime, mais vraiment qui, à tel point. Ça m'a beaucoup surpris parce que les Iraniens sont très nationalistes. Quand il y a eu un attentat lors de l'anniversaire de la mort de Rassem Soleimani, alors je ne sais plus, c'était dans le sud de l'Iran, du côté d'Akerman, je crois, de l'État islamique. Et il y a eu des morts, et il y avait des Iraniens qui se sont réjouis en disant oui, mais c'est des morts proches du régime. Donc c'était un attentat après les manifestations de 2022. Donc ça donne une idée de leur haine vis-à-vis du système politique iranien. Et au milieu, ce qui tient l'Iran, c'est la classe moyenne urbaine. L'Iran est urbain à 70%. Il est éduqué, le niveau d'éducation est quand même élevé en Iran. Hein. L'Iran a parmi les meilleurs résultats au monde, ce qu'on appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un indice qui mesure le niveau d'éducation scientifique des femmes. L'Iran, parmi les pays qui a les meilleurs résultats au monde à ce sujet-là. Donc il y a un haut niveau d'éducation. Cette classe moyenne, elle n'est pas contente. On en a parlé. Elle voudrait que le pays aille plus vers la démocratie et des relations normales avec le reste du monde. D'un autre côté, elle ne voit pas d'alternative politique. Et elle voit la région, elle voit l'Irak, elle voit la Syrie, elle voit le Liban. Elle se dit, bon, c'est très bien d'aller dans la rue, de tout casser. Déjà, il y a la répression. Il y a eu 500 morts lors des manifestations de 2022. Et puis, qu'est-ce que ça va donner? Puisqu'il n'y a pas d'alternative au système politique actuel. Donc, ils ne sont pas contents. Mais il faudrait que le changement se fasse, on va dire, en douceur, sans violence, si vous voulez, si tu veux. Et donc, effectivement, là, il y a un vrai problème, on en a parlé, c'est maintenant officiellement discuté. Est-ce qu'on peut continuer comme ça, avec un guide qui représente la légitimité religieuse? Elle existe, puisque c'est la révolution, il n'y a pas si longtemps, enfin, je veux dire, c'est 79, etc., mais qui empêche la légitimité démocratique de s'exprimer et qui, finalement, qui permet pas au pays de véritablement fonctionner. Il n'y a pas de politique économique possible, il n'y a pas de politique étrangère possible, on vient d'en parler. Donc le pays est quelque part bloqué par cet affrontement de ces deux légitimités. Il y a une composante dans ton livre dont tu parles et qui est pas négligeable du tout pour comprendre le système politique en Iran, c'est l'importance du nationalisme iranien et de son influence dans le système politique.
Est-ce que tu peux un peu développer sur ce point-là? J'ai même compris que le guide suprême faisait appel de temps en temps à ce nationalisme iranien pour certaines choses. Oui, oui, c'est ça aussi ça qui m'a frappé en Iran. Alors, c'est- on est en plein dans ce qui se passe. Je veux dire, cette question est très actuelle parce que suite à la guerre avec Israël, euh, le guide lui-même a fait une référence directe au nationalisme iranien en disant que finalement la population iranienne a montré son soutien au régime, mais et il a loué le nationalisme iranien, il a remercié la population. Et là où ça prend des proportions pas possibles, c'est que le régime est en train d'utiliser les symboles du nationalisme iranien, utilisant même des symboles de l'Iran pré-islamique pour célébrer ce nationalisme iranien. J'ai même entendu que lors des manifestations de Muharram, là, qui célèbrent le martyr de l'imam Hussein, on a même chanté des hymnes nationalistes iraniens, ce qui est complètement contraire à toute la tradition chiite en Iran. Il y a même des gens qui sont contre, qui disent comment voilà, c'est plus le Muharram qu'on connaît. Là. Donc il y a des gens qui critiquent ça. Donc effectivement, alors moi je n'ai pas été surpris parce qu'effectivement dans tous mes travaux, ça je l'ai vu. C'est-à-dire que ça a commencé en fait avec la guerre Iran-Irak. La guerre Iran, Khomeini est arrivé avec un discours en disant mais non, nationalisme c'est pas important, ce qui compte c'est l'Oumma, hein, c'est l'union de tous les musulmans dans le monde, etc. Ben, la guerre Iran-Irak, l'Iran était attaqué par il y avait un agresseur, hein, Saddam Hussein, et puis au début il voulait rentrer dans le territoire iranien, donc il a utilisé le nationalisme iranien pour demander la mobilisation de la population iranienne. Alors ce qui est très je ne sais pas si on peut parler de subtilité, mais ce qui est un petit peu complexe en Iran, c'est que euh, les Iraniens sont très forts pour le double langage. C'est une culture indirecte, donc ils disent jamais les choses directement. Donc on voit que c'est nationaliste, mais c'est recouvert par un discours religieux. Mais en fait, on voit bien que c'est le nationaliste auquel on fait référence. Donc je dirais qu'il y a les deux sources de légitimité, et ça je l'avais dit dans un précédent livre, qui s'appelait l'Iran, la révolution invisible, que j'avais publié en 2007. Il y a deux sources de légitimité. Pourquoi le système tient, en fait, hein? C'est que c'est effectivement l'islam. Il faut être stupide pour ne pas comprendre qu'effectivement, c'est une république islamique. On en a parlé. Il y avait une volonté au début, après la révolution, d'islamiser hein, la société dans toutes ses composantes. Mais c'est le nationalisme, il est présent. Et je pense que c'est à cause de la guerre Iran-Irak. Le système politique s'est rendu compte qu'il n'avait pas le choix, il fallait qu'il utilise le nationalisme iranien. Et on voit très bien, notamment les différents. Je pensais à Rafsanjani, j'avais lu, il est un des rares hommes politiques iraniens à avoir publié une sorte de journal de bord. Donc j'avais lu une année de son journal de bord. Il fait sans arrêt référence à l'Iran ancien, le poids de l'Iran dans la région. Donc tous les dirigeants iraniens sont obsédés par cet héritage de l'Iran pré-islamique. L'Iran était un des plus grands empires du monde. Ils sont battus avec Alexandre, les Achéménides, etc. Ils sont obsédés par ça. Donc quelque part, c'est le nationalisme. Ils font référence au nationalisme. Donc, ils le disent. Alors, c'est quand même difficile pour des gens qui ont fait une révolution religieuse de dire, bon, ce qui compte pour nous, c'est le nationalisme, et l'islam, c'est moins important. Ce qui est pas vrai, ce qui est plus pas vrai, parce que pour la composante la plus radicale, celle qui tient par exemple au voile, la religion est un élément, l'ordre moral islamique, très important. Mais c'est vrai que ces deux composantes existent en Iran. Donc j'ai été très surpris. Des gens disent, oui, mais le régime instrumentalise, les opposants disent, le régime instrumentalise le nationalisme iranien à cause de la guerre Iran-Israël. C'est pas vrai. Ce nationalisme, il est présent partout. Quand on est une population de 90 millions de personnes à gérer, il faut créer des emplois, bâtir des maisons, bâtir des écoles, politique étrangère, enfin je veux dire, gérer avec des relations avec des pays très compliqués, l'Afghanistan, l'Azerbaïdjan, l'Arménie. Donc effectivement, je pense que une des composantes pour comprendre l'Iran d'aujourd'hui, c'est ce mélange, en fait, c'est ça qui est compliqué, ce mélange entre nationalisme et islamisme. Et alors, effectivement, on a l'impression que, j'écoutais des débats juste après la guerre, que quelque part, j'entendais des débats, ils disaient oui, bon, nous on est religieux, mais bon, quelque part, c'est toujours compliqué avec les Iraniens. Des moments, ils disaient oui, on est religieux, mais enfin, c'est pas. Il avait l'air de dire ok, c'est un fait, mais c'est pas si important. Par contre, on est l'Iran, les héritiers des Achéménides, des Sassanides, etc. On est un pays qui compte dans la région, etc. Donc, puis les mêmes personnes dans 6 mois, c'est important, ils diront ah mais
on est, comment dire, les enfants de l'imam Hossein, l'islam c'est très important pour nous, etc. Donc il joue un petit peu sur les deux tableaux, mais c'est vrai que si, pour comprendre la République islamique d'Iran, il faut vraiment comprendre que c'est un pays très très nationaliste et le régime l'a bien compris. L'islam chiite a été infusé dans plusieurs pans de la société, et tu en parles très bien dans ton livre, et qui touche plusieurs domaines, économie, éducation, justice. Parfois, ça m'a surpris en lisant ton livre avec des effets inattendus par les révolutionnaires. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Notamment, celui qui m'avait marqué, c'était par exemple sur la justice et l'éducation, ça on en parlera peut-être après sur la partie modernisation, quoi. Oui, ben, disons i- c'est un des rares pays au monde. Alors je crois qu'il y a, bon, il y a l'Afghanistan, des pays qui officiellement deviennent islamiques, quoi. Donc ils ont quand même tenté d'islamiser le système, mais ils se sont rendus compte que effectivement c'est bien beau d'islamiser le système, mais si on applique particulièrement les principes, notamment pour la justice, de la, comment dire, de la charia, et cetera, et ça pose des véritables problèmes pour gérer le pays. Alors je pensais que c'était l'exemple que j'avais donné, c'était le fait que quand il y avait un pardon, Exactement. voilà, un pardon, des membres de la famille des victimes, les gens pouvaient être exemptés. Mais disons, ça a conduit à des situations où je crois, des pères, de mémoire, hein, des pères qui avaient tué leur femme, les enfants pardonnaient le père. Et la société ne pouvait pas supporter ça. Donc effectivement, ils se sont bien rendus compte qu'au bout d'un moment, ils ont été obligés de revenir. Par exemple, les procédures d'appel aussi. Les procédures d'appel, normalement, n'étaient pas possibles. Et ils sont bien rendus compte que c'est bien beau la charia. Donc là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ils sont quand même très très forts pour modifier à la marge, sans trop le dire, mais en gros, c'est reconnaître qu'on ne peut pas complètement appliquer la charia sur le système judiciaire. Et dans plein de cas, en fait, c'est le cas. C'est-à-dire, je pense que ça aurait été impossible, on le voit avec les talibans, ça aurait été absolument impossible, ils ne seraient pas au pouvoir actuellement s'ils n'avaient pas opéré cette transformation. Donc dans plein de cas, ils se sont rendus compte que c'est bien beau, enfin, il y avait les principes islamiques auxquels ils tiennent, mais sans arrêt, ils avaient quand même l'obligation de gérer le pays. Et on ne peut pas nier les difficultés que ça représente. Moi, ce qui me frappe toujours, c'est de dire, je crois que chaque année en Iran, on a 600 ou 700 000 nouveaux diplômés qui arrivent sur le marché du travail, au niveau maîtrise. Bon, c'est pas on a beau être un pays islamique, il faut créer les situations économiques et sociales pour que ces jeunes bien formés trouvent du travail. Donc il y a toujours. C'est pour ça, alors, on peut parler de pragmatisme dans certains cas. Moi, j'ai eu plein d'exemples quand je vivais en Iran. Je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est stupide de dire que, enfin, l'islam est une composante importante de la République islamique. Ça paraît bête de dire ça, mais c'est une vérité. Et peut-être moi, il y a des fois, à trop voir qu'ils sont pragmatiques, on oublie ça. Que pour notamment une minorité dont j'ai parlé, l'ordre moral islamique, ça compte. Et par le voile, pour les femmes, c'est très important. D'un autre côté, il y a beaucoup de pragmatisme. Et quand c'est nécessaire, eh ben, finalement, la composante, va dire, islamique, on la met un petit peu de côté parce qu'on a une société qui est en pleine évolution. Il faut bien répondre à cette société. Il faut bien quand même éviter que cette légitimité disparaisse trop rapidement. Donc, bon, là, j'ai pas tous les exemples en tête, mais quand on vit en Iran, on est frappé de ce pragmatisme qui fait que il y a sans arrêt. L'islam est important, mais disons, il y a une société qui est en telle évolution, tellement importante, tellement beaucoup de problèmes à régler que on est obligé d'être souvent très pragmatique. C'est important de voir tous ces éléments-là pour un peu mieux comprendre l'Iran. On parlera peut-être après beaucoup plus en profondeur de la guerre des 12 jours avec Israël, mais je voudrais imaginer une situation fictive. Imaginons que Israël avait atteint un de ces deux objectifs qui était la chute du régime. Est-ce que si demain tout était à 100% démocratique, à ton avis, si on prenait une photo de la politique en Iran, quelle place prendrait chacune chacun des partis politiques en Iran, quel parti chez les conservateurs, enfin quel pourcentage de personnes à ton avis sont conservateurs, quel pourcentage sont progressistes, quel pourcentage sont plutôt laïcs, etc. etc. Si on prenait une photo à ce moment-là à la chute d'un régime et qu'il Oui. il passait 100% démocratique.
enfin, ce qui est une évidence quand on regarde, quand la situation est normale, enfin, ça peut dire ça, mais ça veut dire quelque chose en Iran, parce qu'il y a quand même c'est facile de parler en Europe de l'Iran, mais enfin, quand on est, moi je dis toujours que vous êtes en Iran, vos voisins, c'est quand même les talibans. Il y a le conflit Arménie-Azerbaïdjan, il y a la Russie qui est pas loin, il y a eu les guerres du Golfe, Saddam Hussein, etc. C'est facile de leur donner des conseils. Il y a quand même un environnement, on va dire, régional. Nous ne parlons pas de la Syrie, de l'Irak, etc. Compliqué. Mais quand l'environnement est à peu près normal, c'est pour ça que je parlais de 97, je pense qu'il y a une volonté de la société iranienne d'aller vers un système plus démocratique, des relations normales avec le reste du monde, et donner la priorité au développement économique. Donc je ne sais pas comment ça peut se traduire politiquement, mais ça on le voit très bien dans les choix politiques qui ont été faits depuis 1997. C'est-à-dire quand il y a un candidat qui semble présenter ça, tout le monde vote massivement pour lui. Donc on a la réponse à cette question. Donc je pense que la société iranienne, une autre stupidité que j'ai entendue parmi malheureusement ces débats auxquels j'ai participé pendant la guerre, c'est l'Iran n'est pas prêt pour la démocratie. S'il y a quelque chose de stupide à dire sur l'Iran, c'est bien ça. Effectivement, à la limite, la société est prête pour la démocratie, c'est le système politique qui n'est pas prêt. Donc il y a la société veut le changement. Justement, ce qui est aussi une forme de maturité politique, c'est que cette classe moyenne iranienne, elle a bien vu que c'est stupide d'aller dans la rue et de prendre un fusil, puisqu'ils ont bien vu ce que ça donnait dans le reste de la région. De ce qu'ils veulent, pour l'instant, et c'est là qu'est un peu le drame de l'Iran, pour l'instant, ils ont plutôt fait confiance au système en allant voter pour les plus modérés. Donc la majorité des Iraniens veulent le changement, ils veulent la démocratie, ils veulent des relations normales avec le reste du monde, et ils veulent que la priorité soit donnée au développement économique, notamment, un des drames de l'Iran, c'est tous ces cerveaux, tous ces experts qui sont obligés d'émigrer pour avoir des meilleures conditions de vie. Donc ça, c'est leur priorité. Et on voit très bien, il n'y a pas que l'Iran qui est concerné, hein, la difficulté qu'ont les différents partis politiques à capitaliser là-dessus. Tout le monde le sait en Iran, ça. Ce que je dis, tout le monde le sait. Même, ce qui est frappant avec l'Iran, même les plus durs, les plus radicaux, la façon dont ils parlent n'a rien à voir avec la façon dont ils parlaient avec 20 ans. Ils savent que la société a changé. Donc, ils sont obligés de s'adapter à cette société. D'un autre côté, on voit très bien que les réformateurs dont j'ai parlé, ils ont perdu beaucoup de légitimité à cause des problèmes dont on a parlé tout à l'heure, parce que les gens disent, bon, il y a un des slogans pendant les manifestations ces dernières années, c'était réformateur, conservateur, pour nous, l'histoire est finie. Donc, c'est-à-dire, beaucoup d'Iraniens se disent, bon, ça va, on vous a donné votre chance, ça ne sert à rien d'aller voter, enfin d'aller même voter pour vous, puisque Quand tu parles des réformateurs, tu parles de l'échec des accords de Vienne ou tu Non, parles non, de... les réformateurs. Alors, ce qu'on appelle les réformateurs en Iran, c'est en persan on dit Eslot Taliban, c'est-à-dire ceux qui veulent réformer. Le mouvement est né dans les années 90 avec, comme figure de proue, Mohammad Ratami, qui a été élu président de la République en 1997. Donc, ce mouvement est issu, qui est encore une paradoxe, de la gauche islamique, qui était plutôt radicale sur le plan de la morale islamique, etc., mais qui a fait une sorte de revirement idéologique et qui est devenu favorable à la démocratie, la société civile, etc. Et ce mouvement a gagné politiquement les élections présidentielles en 1997, les élections législatives en 2000, et est devenu une force politique importante en Iran. Ce mouvement a perdu beaucoup de sa légitimité à cause des problèmes dont on a parlé. Et donc, c'est ça un peu le drame de l'Iran, parce que y a plus vraiment une force politique qui représente cette aspiration de la société iranienne à la démocratie et à des relations normales avec le reste du monde. Et il y a une situation de vide politique, effectivement, qui est dangereuse, parce que dans ce cas-là, on sait très bien que voilà, tout peut arriver. On peut avoir des populistes, dans certains cas, on a des populistes comme Ahmadinejad qui ont été élus, qui ont quand même fait beaucoup de tort à l'Iran. Le taux de participation est très faible. Il y a une moitié de la population iranienne qui ne se reconnaît pas dans Pezeshkian, qui a été élu président de la République, qui disent oui, bon voilà, mais ils n'ont pas voté pour lui. Donc c'est une situation de vide politique, effectivement, qui est vraiment problématique actuellement en Iran. Alors, on va commencer à parler aussi de ton livre, hein. Je rappelle, Iran, une puissance en mouvement. On mettra les liens vers le livre dans la description. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce titre? Pourquoi une puissance en mouvement? Oui, alors c'est un peu le béaba, c'est-à-dire ce qui me frappe, là, justement, quand tu me demandais de décrire l'Iran, moi, ce qui me frappe, c'est la vitesse avec laquelle la société iranienne évolue. Un exemple étonnant, c'est-à-dire même j'ai l'impression, moi, quand j'y vais, que je suis complètement out pour ce qui concerne les réseaux sociaux. Ils sont tous sur les réseaux sociaux, ils y passent leur journée, etc. Moi, j'ai l'impression, moi qui ne suis pas trop réseaux sociaux ici en France, j'ai l'impression d'être complètement out, quoi. Donc, on voit une société en pleine évolution, un haut niveau d'éducation, ils parlent de tout, ils discutent de tout. Donc c'est un peu
c'est un peu le paradoxe. Il y a beaucoup de paradoxes en Iran, mais ce paradoxe dans cette société en pleine évolution, très dynamique, parce qu'il faut voir que la vie est quand même compliquée en Iran. Moi, je suis toujours admiratif comment nous, je veux dire, bon, pour caricaturer, il y a un peu de neige qui tombe dans ma rue, là, en banlieue sud de Paris, c'est la panique. Vous voyez, que la mairie ne fait rien, etc. Les Iraniens, c'est pas de la neige qui tombe. Je veux dire, c'est la guerre, enfin, un système politique, la répression, etc. Et le pays continue de fonctionner. Donc, ils ont une résistance, une résilience, un peu le mot à la mode, etc. Donc c'est ce que j'ai voulu donner, se montrer, c'est que ce dynamisme de la société iranienne, cette société qui aspire à la modernité, qui devient de plus en plus moderne dans les mentalités et qui doit affronter plein de choses. C'est un peu l'esprit. Il doit affronter une économie qui ne va pas bien, qui doit affronter des problèmes politiques dont on a parlé, qui doit affronter. Il y a des vrais ennemis. Si la complexité de l'Iran, c'est qu'on ne peut pas dire non plus que l'Iran n'est pas d'ennemi. D'ailleurs, beaucoup d'Iraniens se sont rendus compte de ça avec cette guerre avec Israël. C'est que, quelque part, beaucoup d'Iraniens disent, mais en fait, l'objectif d'Israël, ce n'est pas la démocratie, c'est d'affaiblir l'Iran. Beaucoup d'Iraniens, s'ils sont allés défendre un système politique qu'ils n'aiment pas, c'est qu'ils ont très peur qu'un des objectifs d'Israël, ce soit de démembrer l'Iran. Hein, c'est un des vieux rêves des adversaires de l'Iran, c'est un petit peu ce que les Américains ont tenté de faire avec l'Irak. On a parlé de cette diversité iranienne, donc d'un côté, on mettrait les Azéris qui auraient une certaine autonomie, le Kurdistan, les Baloutches qui veulent être autonomes. Donc il y a des plans, hein, pour affaiblir l'Iran, et beaucoup d'Iraniens ont compris ça. Donc ils ont les sanctions. Donc c'est une société qui aspire effectivement à cette modernité, à cette démocratie, à des relations normales avec le reste du monde, qui a plein d'opposants, plein de facteurs internes et externes à affronter. Et c'est un petit peu ça que j'ai voulu mettre en avant à travers ce titre. Et tu évoques une notion importante, et je pense qu'il serait intéressante à développer pour l'audience, c'est la modernité. Est-ce que tu peux définir ce qu'on entend par modernité et dans quel cas est-ce que ça a touché l'Iran ces dernières années, quoi? Oui, alors quand j'ai écrit surtout le livre en 2017, je ne m'étais pas rendu compte à quel point je me lançais dans des tâches qui dépassaient peut-être mes compétences, que j'ai passé énormément de temps justement à essayer de définir la modernité, parce que le cas que tout le monde connaît, on a la tendance on définit modernité, on prend comme exemple un petit peu le système occidental, et on essaye de voir à quel point le pays en question se rapproche des standards occidentaux. Mais j'arrête, je me disais, mais c'est pas ça qui se passe en Iran. Donc c'est un peu compliqué. Je sens qu'il y a beaucoup de sociologues très connus, très experts, qui ont beaucoup travaillé sur ces questions. Je pense qu'il y a c'est pour ça que moi je m'intéresse aux faits surtout. Le fait qui est évident en Iran, c'est l'élévation du niveau d'éducation depuis la révolution, et notamment des femmes. On peut critiquer, etc., mais tous les facteurs sont là. Je pense qu'il y a un chiffre que j'ai pas oublié parce que je pense qu'il m'a marqué. C'est le Centre des statistiques d'Iran qui l'a publié. Donc, en 1976, 1% des femmes iraniennes de 15 à 49 ans ont un diplôme universitaire. En 2000, donc ça c'est 76, donc 2016, c'est 30%. Donc voilà, la révolution iranienne, c'est ça. Donc de 30% des femmes iraniennes, 15 à 49 ans, ont un diplôme universitaire. Et donc, je parlais de l'Iran, c'est pas rien, parmi les meilleurs résultats au monde concernant le niveau scientifique des femmes formées à l'université. Donc on a vraiment l'élévation du niveau d'éducation, on a notamment des femmes, et ça c'est un peu un cliché de dire ça, mais j'étais à un débat à la télé française, je dis, ce qui est bien en Iran, c'est qu'il y a, dans l'université, il y a la moitié de femmes. Puis le journaliste qui me dit oui, mais bon, elle représente la moitié de la population, en quoi c'est étonnant? Ça veut dire à quel point des gens ne comprennent pas ce que c'est important. Donc effectivement, quand les mentalités changent, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc les mentalités changent en Iran, les gens discutent, ne prennent rien pour acquis, et donc toute la société change. Et donc je dirais que cette modernisation, c'est cette vague, hein, c'est un peu ça, c'est une vague, c'est-à-dire le niveau d'éducation a changé. Et c'est pas que on le voit dans la façon dont les gens discutent, on le voit dans la façon dont la télé est obligée de, même la télé publique qui est très critiquée en Iran, quasiment pas regardée, elle est obligée de s'adapter à ça. On le voit partout, cette élévation du niveau d'éducation. Et donc c'est ça, à mon avis, cette modernisation de l'Iran, c'est qu'on a un pays de plus en plus éduqué et qui demande quelque part des comptes. Il y a 1 milliard d'exemples que j'ai à ce sujet. Je voyais une avocate iranienne
plutôt dans l'opposition, et on lui posait la question sur qu'est-ce qu'elle pensait d'un éventuel retour du fils du Shah pour diriger l'Iran. Et elle avait répondu quelque chose qui m'avait frappé. Elle avait dit, c'est quoi ses compétences? Et on en revient à ce que je disais. C'est qu'on est face à une société de plus en plus éduquée. Donc, en fait, une des valeurs qui est de plus en plus importante en Iran, c'est la compétence. Le sexe, c'est pas important. Alors, les relations, comme dans toutes les sociétés, notamment où il y a des problèmes avec l'état de droit, on ne peut pas dire que c'est pas important en Iran, mais de plus en plus, c'est d'abord la compétence qui compte. D'où on vient, les amis qu'on a, ça peut être important, mais la compétence compte. Donc cette société, elle s'attache à la compétence. L'individualisme est important. Ces manifestations en 2022, c'est quand même les femmes iraniennes qui disent on veut s'habiller comme on veut. J'ai envie, si j'ai envie de porter le voile, je le porte. C'est pas contre le voile, contrairement à ce qu'on disait en France. C'est je m'habille comme j'ai envie de m'habiller. Donc il y a Fariba Adelra qui a beaucoup travaillé sur cette question. Il y a un individualisme très fort en Iran. Donc plein de valeurs qui sont à mon avis liées. Bon, ce qu'on peut appeler modernisation, c'est élévation de niveau d'éducation et une société qui veut que la compétence soit importante. Moi, j'ai fait une petite étude sur comment dire, les entreprises familiales. Je suis allé en 2014, j'ai interviewé 25 dirigeants d'entreprises familiales en Iran, un peu partout dans l'Iran, etc. C'était passionnant. Et puis, ça m'avait frappé. C'est même exagéré. J'ai interviewé un jeune dirigeant d'une entreprise familiale. C'est du côté de Khorramshahr, donc le sud-ouest de l'Iran, plutôt la zone plutôt de culture arabe. Et il me dit, oui, bah, à un moment, mon père, il m'a demandé, il voulait travailler dans mon entreprise. Et puis j'ai dit non parce que j'ai considéré qu'il n'était pas compétent. Je l'écoutais, je me disais, même en France, une entreprise familiale où le fils refuse au père un poste parce qu'il estime qu'il n'est pas compétent, c'est pas évident, même l'entreprise familiale. Donc, alors c'est bon, pas forcément une généralité, la famille est importante en Iran, mais cette importance de la compétence, de l'expertise est frappante en Iran, et on le voit bien dans une société qui demande des comptes. Là, je parlais de finalement, les gens maintenant demandent des comptes au système politique après cette guerre. Ils disent, bah, si on en est là, les gens disaient, si on est là, ils remettent tout en cause dans les débats. Si on est là, c'est à cause on a un système politique qui ne marche pas. On ne peut pas continuer avec ces deux légitimités. Si on en est là, c'est qu'on a une politique étrangère qui ne fonctionne pas. Puisque qu'est-ce qu'on a négocié pendant toutes ces 5 séances de négociation avec les Américains? J'ai entendu même des Iraniens, des professeurs d'université, ils disent mais on n'a pas été bon, on aurait dû aller, on a donné des excuses à Israël pour nous attaquer. Donc tout est remis en cause, tout est questionné. Et donc je pense que ça, c'est un élément frappant dans cette société iranienne. La société iranienne, je ne la vois pas du tout bloquée. Elle pose des questions, elle aspire à autre chose. Son drame, c'est vraiment cette situation politique et économique bloquée qui n'est pas forcément de son fait. Et est-ce que cette modernisation avait commencé avec la dynastie Pahlavi ou pas du tout? Alors, c'est pour ça que je disais, je me suis intéressé de plus en plus à ce qui s'est passé avant la Révolution, parce que, bon, il n'y a pas que dans le cas de l'Iran, quand il y a une révolution comme ça, c'est un peu l'écueil pour tous les historiens, etc. C'est de considérer que, voilà, il y a une sorte de fracture, et puis tout commence à nouveau avant de la Révolution. Pour certains éléments, on a parlé de l'islamisation de la société. Bon, évidemment, c'est arrivé. La loi sur la famille qui avait été votée, qui donnait le droit de divorce aux femmes iraniennes du temps du Shah, elle est supprimée par Khomeini. Donc, on ne peut pas dire qu'il ne s'est pas passé des choses. D'un autre côté, beaucoup de dynamiques sont nées avant la Révolution. Bon, on parlait de l'éducation. C'est quand même donc le père du Shah, hein, Reza Pahlavi, donc qui prend le pouvoir en 1925 en Iran, si je me trompe pas, qui crée les premières universités, qui développe le système judiciaire, qui met en place le service militaire en Iran, qui essaie de moderniser l'armée. Son modèle, c'est Atatürk. Donc sur le plan économique, c'est quand même Mohammad Reza Pahlavi, donc son fils, qui mène une politique économique à un avis intelligente en s'appuyant sur des véritables entrepreneurs privés en Iran. Donc, il y a des entreprises familiales dont j'ai parlé qui existent toujours aujourd'hui. Donc, il y a des vrais entrepreneurs privés en Iran. Et ce mouvement est né avant la Révolution. Donc, plein de dynamiques. Alors, c'est vrai que c'est ça le paradoxe de l'Iran, c'est que cette évolution du niveau d'éducation, elle apparaît au moment de la Révolution. Donc, pour les gens, ils comprennent pas. Quand on dit révolution, j'écoutais
un conseiller du ministre de l'Intérieur britannique ce matin à BBC Personne qui parlait, il disait, comment il appelle, quand on n'aime pas l'Iran, le cliché, c'est le gouvernement des ayatollahs. Donc, effectivement, quand on dit à la même personne, vous parlez du gouvernement des ayatollahs, c'est sous ce gouvernement des ayatollahs qu'il y a une énorme évolution, progression du niveau d'éducation des femmes, ils ne comprennent plus. Il y a un paradoxe, qui est une réalité. Donc effectivement, le niveau d'éducation a fortement progressé depuis la Révolution, mais c'est vrai qu'on ne comprend pas l'Iran quand on essaie de regarder un petit peu l'histoire de l'Iran, si on ne voit pas les dynamiques qui sont nées avant la Révolution. Je pense qu'il y a... Et d'ailleurs, c'est aussi, je parlais de ce côté un peu indirect de l'Iran. Beaucoup d'Iraniens, même dans le régime, ils sont prêts à reconnaître que ce qu'a fait la dynastie Pahlavi avant, il n'y avait pas que des bêtises, il n'y avait pas que des erreurs. Donc, notamment, il y a un énorme respect en Iran pour le père du Shah, Reza Pahlavi, qui a vraiment mis l'Iran sur les traces de la modernisation. Beaucoup de respect vis-à-vis de lui. J'ai lu une autobiographie d'un haut fonctionnaire, je ne me rappelle plus de son nom tout d'un coup, fonctionnaire qui a travaillé sous le Shah. Et j'ai lu, et je sais que quand il est décédé, il y a beaucoup de hauts fonctionnaires du système politique actuel qui sont venus lui rendre hommage. Donc on revient à ta question. Je pense qu'il y a des dynamiques qui ont été créées, notamment sur le plan économique, qui existaient avant la Révolution. Ça, on ne peut pas le nier. C'est ça la difficulté quand il y a une révolution. Il n'y a pas que l'Iran. C'est de voir que la révolution, c'est simplement une cassure. Il faut être stupide de ne pas le reconnaître, mais ne remet pas en cause des dynamiques profondes, comme ça a même été étudié. Il y a tout un mouvement de bureaucratisation de l'État iranien, par exemple, qui tient le pays. Bon, quelque part, il est né sous le père du Shah, et il a continué après la Révolution à faire son boulot, dont on parlait, de gérer un pays compliqué qui a besoin quand même d'un pouvoir central fort, avec quand même des tendances, des régions qui ne veulent pas l'indépendance, mais qui veulent l'autonomie. Donc toutes ces dynamiques-là, elles ne sont pas nées avec la Révolution. Donc effectivement, c'est ça la difficulté de l'Iran, c'est qu'il y a sans doute des dynamiques qui existaient avant la Révolution, qui se sont poursuivies après la Révolution. On va parler politique étrangère et régionale de l'Iran. La République islamique d'Iran est née de l'idée d'une révolution qui devait s'exporter partout. Est-ce que c'est encore essentiel pour eux aujourd'hui? Oui, ça c'est une très bonne question, parce que je pense que c'est vrai. Il y a effectivement au début l'idée que on a créé un système, on en parlait, un politique islamique, et il faut l'exporter. Donc ça a été effectivement l'argument qui a été... Il y a eu des mouvements d'exportation de la révolution en Iran juste dans les années 80, où ils s'appuyaient notamment sur les communautés chiites de la région pour déstabiliser les pays voisins et exporter la révolution. C'est une réalité. Je pense qu'il y a une cassure. C'est toujours compliqué de dire quand est-ce que ça change, mais d'après quand on lit un petit peu ce qui s'est passé, c'est dans les années 80, avec Rafsanjani. Rafsanjani, je pense qu'il a eu un rôle clé de ce point de vue-là. Donc à l'époque, il était dans les années 80, il était président du Parlement. C'est lui qui devient le président de la République en 1989. Et d'après ce qu'on sait, il y a une vraie bataille entre lui qui dit, il faut donner la priorité on en parlait, développement économique et politique de l'Iran, et arrêter de s'embarquer sur l'histoire d'exportation de la révolution, parce que ça, on n'a pas les moyens de faire ça, etc. Et il y a eu une vraie bataille, et je crois qu'il y a même des meurtres, enfin des assassinats, entre ceux, notamment à travers le Liban, entre ceux qui étaient partisans d'un Iran qui continue à faire la révolution à l'extérieur, et ceux comme Rafsanjani qui voulaient plutôt un Iran qui donne la priorité à son développement économique et politique, et également que l'Iran devienne une véritable puissance régionale. Donc ça, c'était vraiment la priorité de Rafsanjani, et je pense que il y a une première cassure de ce point de vue-là. Alors, quand je parlais d'évolution des mentalités, on voit très bien que plus personne, c'est ça qui est intéressant dans le cas de l'Iran, c'est que même les radicaux, quand on regarde leur discours politique actuel, les plus radicaux des radicaux, personne ne parle d'exporter la révolution. Donc ça veut bien dire qu'ils ont bien compris que bon, c'est pas aussi simple que ça. Par contre, on va dire, le débat politique s'est transformé en Iran, c'est que les radicaux, par contre, vont beaucoup insister sur ce qu'ils appellent l'axe de résistance. Donc pour eux, quelque part, j'ai l'impression que
l'axe de résistance a un peu remplacé l'exportation de la révolution. L'axe de résistance, effectivement, c'est ce réseau. Hein, ce n'est pas des gouvernements, à part il y avait la Syrie, mais autrement, il y a le Hezbollah au Liban, les milices chiites en Irak, les Houthis au Yémen, le Hamas et le djihad islamique en Palestine. Et donc, ce réseau a été créé pour, en fait, affronter Israël et épuiser Israël. Et donc, ça, ils ne parlent plus d'exportation de la révolution. Par contre, chez les radicaux, la défense de cet axe de résistance, c'est une priorité. Mais on ne parle plus d'exportation de la révolution. Ce qui veut bien dire que cette évolution des mentalités, elle a eu un effet dans ce domaine-là aussi. Et dans ton livre, justement, tu évoques les priorités absolues pour l'Iran. Est-ce que tu peux les évoquer ici? Tu as parlé de quatre priorités avec la défense du territoire. Oui, alors, pour être honnête, je ne me rappelle plus exactement. Hein, c'était 2000, ça va très vite, tout ce que j'ai dit dans mon livre. Hein, Je peux les rappeler. Pardon, Hein, la défense. Vas-y. Donc, c'est la défense du territoire, le soutien à la résistance contre Israël, le départ des forces militaires du Moyen-Orient et devenir la puissance régionale et donc, sous-entendu, la puissance économique. Mais en fait, ma question, c'est surtout sur la question du croissant chiite. Donc, c'est-à-dire qui est un... Tout le monde pense que le fantasme iranien, c'est de construire ce croissant chiite. Mais quand on regarde ses priorités pour l'Iran, est-ce que c'est en accord avec ça? C'est marrant parce que effectivement, j'ai écrit ce livre en 2022 et puis tout va très vite. Et là, quelque part, tout est remis en cause. Tous les débats que j'écoute là depuis la fin de la guerre avec Israël, euh, tous les jours, il y a des débats, mais c'est pas des débats cachés. C'est des débats avec professeurs d'université, d'anciens députés, même d'anciens ministres, etc. Il y a plein de gens qui disent on ne peut pas continuer à vouloir à la fois la défense de l'intégrité territoriale de l'Iran et continuer à soutenir cet axe de résistance. Il y a des gens dans l'Iran, mais pas n'importe qui disent faut arrêter ça. On peut pas être, en gros, on peut pas être en guerre avec le monde entier. On peut pas être il faut qu'on change notre mode de relation, de paradigme même, on dit, certains disent, de nos relations avec l'Occident. Donc, pour répondre à la question, c'était peut-être en 2022, moi, ce que j'avais retenu comme les 4 objectifs de l'Iran. Là, il y a des gens qui disent qu'il y a des contradictions. Donc, effectivement, c'est en débat. Là, je pense que ce qui réunit tous les Iraniens aujourd'hui, et on l'a vu avec la guerre avec Israël, c'est la défense de l'intégrité territoriale de l'Iran. Parce que c'est devenu une vraie peur des Iraniens. C'est-à-dire que beaucoup d'Iraniens ont compris que Israël, ils ne veulent pas la démocratie en Iran. Ils veulent l'affaiblissement de l'Iran. Et l'affaiblissement, ce serait, on en parlait, que l'Iran, ce que je dis, c'est pas simplement un rêve. Hein. Il y a des Américains, même des Israéliens qui travaillent là-dessus, que l'Iran devienne un pays séparé en plusieurs morceaux, quoi, et devienne un pays croupion qui n'a plus aucune puissance. Donc les Iraniens, je dirais, ce qui les réunit aujourd'hui, c'est la défense de l'intégrité territoriale de l'Iran. Puissance régionale aussi. Je pense que dans tous les débats que j'écoute, il y a le sentiment que c'est vrai, on en a parlé, une population moderne, bien éduquée, un grand pays, une grande population, beaucoup de ressources, on n'en a pas parlé, mais énergétiques, les quatrièmes ressources réserves de pétrole du monde, les deuxièmes réserves de gaz naturel du monde, beaucoup de minerais, etc. Ils sont au cœur sur le plan logistique des rencontres entre l'Asie et l'Europe, des routes, etc. Donc, il pourrait y avoir beaucoup de trafic de transit qui passe l'Iran. Donc, ils ont vraiment beaucoup d'atouts pour devenir une puissance régionale. Donc ça, ils s'en rendent compte. Ça, je pense que c'est un objectif. La grande question, c'est effectivement, c'est un peu l'héritage de la Révolution. Comment doit évoluer cette défense de l'axe de résistance? Il y a certains qui disent... alors, tout est en débat en Iran. Il y a certains qui disent oui, c'est facile de dire que cet axe de résistance nous a coûté très cher et que finalement ça n'a pas marché. C'est bien parce que cet axe de résistance s'est affaibli que l'Israël nous a attaqués. Donc moi j'entends certains. C'est pour ça que je dis que on a un pays mature. C'est jamais blanc et noir. Il y a des gens qui disent attention parce que et si on n'a plus cet axe de résistance, il faut peut-être réfléchir à une autre force de dissuasion. Voilà, on commence à parler du nucléaire. Donc c'est plus aussi simple que ça. Mais c'est vrai qu'il y a un énorme débat à ce sujet en Iran. Et puis alors effectivement, je pense que le départ des troupes américaines, ça reste de la région, ça reste un élément du discours officiel. Bon, ça c'est très politique en Iran. Je pense que ça peut dépendre également des négociations. Enfin, l'Iran et les États-Unis, ça fait, on va dire, depuis la Révolution qu'ils cherchent à discuter, ils n'y arrivent pas.
ça peut éventuellement faire partie des éléments que les Américains disent le grand bargain, hein, d'un énorme accord. Mais c'est vrai qu'officiellement, le gouvernement iranien demande le départ des troupes militaires de la région. Ça, c'est vrai. Et au niveau de la politique étrangère, est-ce qu'on peut dire que l'influence iranienne dans la région s'est très fortement affaiblie suite au 7 octobre? C'est-à-dire justement avec cet axe de résistance qui a été affaibli un peu partout, hein, le leadership du Hezbollah qui a été décapité, la Syrie qui est tombée, l'attaque d'Israël envers l'Iran. Est-ce que c'est correct de dire ça aujourd'hui que... Ah ben là, non, mais que l'axe de résistance a été affaibli, oui, c'est une évidence. Enfin, je veux dire, c'est reconnu par tout le monde. Donc ça, donc c'est-à-dire, alors, ce qui est aussi, il faut faire attention parce que cet axe de résistance, il a marché pendant un certain temps. Donc cet axe de résistance, peut-être pour rappeler aux gens, c'est qu'il avait deux objectifs. Il y avait cet objectif, effectivement, de mettre la pression sur Israël. Donc l'idée, c'est pas d'affronter, contrairement à ce qu'on entend, Israël militairement. Parce que les Iraniens, on l'a bien vu dans cette guerre de 12 jours, ils savent qu'ils ne font pas le poids. Notamment, ils n'ont pas d'aviation. Donc ça, ils le savent. Leur idée, c'était plutôt d'affaiblir Israël par voilà, tous ces groupes qui épuisent Israël. Donc c'était ça l'idée de cet axe de résistance et d'être présent à travers le Hezbollah aux portes d'Israël. C'était très important pour les Iraniens. Mais il y avait un autre objectif, c'est d'avoir une force de dissuasion. Cet axe de résistance servait un peu à un objectif stratégique. Les Pasdaran, on voit la modernisation de la société iranienne. Moi, je lis les textes des Pasdaran. Ce n'est pas du tout des obtus idéologues. Ils disaient on a une profondeur stratégique qu'on n'a jamais eue depuis l'Iran du 19e siècle, ce qui est vrai. Avec cet axe de résistance, ils avaient la possibilité, ils disaient à leurs ennemis vous nous attaquez, on peut intervenir dans toute la région. Donc de ce point de vue-là, et alors ce que je voulais dire, c'est que ça a quand même marché pendant un certain temps. Et ça a marché à un coût relativement faible. Quand on compare ce qu'a dépensé l'Iran pour son armée, pour cet axe de résistance, par rapport à ce que dépense militairement l'Arabie saoudite, on peut dire que l'Iran a obtenu des résultats bien plus importants pour son influence militaire régionale que l'Arabie saoudite en dépensant beaucoup moins. Donc cette politique a marché. Effectivement, tu as raison, là il y a, tout le monde le reconnaît même en Iran, c'est que cet axe de résistance a été affaibli. Alors là, le débat devient très politique. Ça dépend beaucoup des orientations politiques des futures autorités iraniennes. Tout ce qu'on peut dire, le système politique iranien, il est quand même pas très transparent. Donc, ce qu'ils vont faire dans les 6 prochains mois ou dans un an, moi, j'en sais rien. Ce qu'on semble voir, c'est qu'il y a un personnage qui semble prendre de plus en plus d'importance en Iran, c'est Ali Larijani. Parce que je l'ai vu, c'est par hasard, c'est lui qui a fait le bilan juste après l'attaque d'Israël. C'est lui qui est venu faire un bilan sur Internet. Il a fait vraiment un bilan jour par jour de ce qui s'était passé. C'est un conseiller du guide. Il est devenu secrétaire général du fameux Conseil supérieur de la défense nationale. Et un de ses premiers gestes, ça a été de visiter le Liban et l'Irak. C'est tout sauf des hasards. Donc, je pense que du côté on va dire, alors c'est pas un des plus radicaux, mais on va dire, il est dans la mouvance, on va dire, des durs. Je pense qu'eux, ils veulent maintenir cet axe de résistance, très clairement. Il y en a d'autres, on l'entend dans les débats, il y en a d'autres qui disent si on négocie avec les États-Unis, il ne faut pas négocier que sur la question nucléaire, il faut également négocier ce que l'Iran refusait pour l'instant, sur notre politique régionale, et pourquoi pas arriver à un accord avec les États-Unis sur mettre moins l'accent sur l'axe de résistance. Mais bon, ça, c'est un débat très politique en Iran, hein, très, très politique. Mais c'est vrai qu'on va dire, pour l'instant, officiellement, je pense que l'idée de la République islamique d'Iran, c'est plutôt de ne pas hisser le drapeau blanc, de maintenir cet axe de résistance, même s'il a été affaibli. Et tout va dépendre finalement, et ça on n'en sait rien de ce qui va se passer, d'éventuelles négociations avec les États-Unis. Alors on va rentrer justement dans une des questions dont tout le monde entend sur l'Iran, c'est la question du nucléaire. Je trouve ça peut-être important pour l'audience qu'on parcourt rapidement un peu les différentes positions de la République iranienne, et même avant, avec la dynastie Pahlavi, sur la question du nucléaire, parce qu'on a l'impression que c'était un long fleuve tranquille et qu'il y avait une seule direction, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Est-ce que tu peux un peu balayer ce sujet? Oui, alors donc le problème nucléaire, contrairement à ce qu'on entend notamment dans les médias, il n'est pas avec parce que souvent on entend, en gros, la République islamique d'Iran, il se réveille le matin,
elle veut construire une bombe atomique pour détruire Israël. Enfin, c'est un peu, je résume, mais c'est un peu de caricature, mais c'est qu'on on entend ça. En fait, le programme nucléaire iranien, il commence dans les années 70 sous le Shah, donc avant la République islamique d'Iran. Et alors, effectivement, l'objectif du Shah, c'est de. Donc, l'Iran a signé, alors je ne sais plus, c'est dans les années 60, le traité de non-prolifération. Il faut rappeler quand même ce que. Le traité de non-prolifération, c'est un traité important parce que quand on signe le traité de non-prolifération, qui n'a pas signé Israël, on a le droit d'enrichir de l'uranium, mais pour produire de l'électricité et pas pour fabriquer une bombe atomique. Donc ça, c'est le principe du traité de non-prolifération. Il n'y a que les 5 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies qui sont partie du TNP, mais qui ont déjà la bombe atomique. Autrement, les autres n'ont pas le droit de l'avoir. Ils peuvent utiliser de l'énergie nucléaire pour produire l'électricité. Donc l'Iran signe le TNP et le Shah commence à développer avec les États-Unis et avec la France, avec l'Allemagne, un programme d'enrichissement d'uranium avec l'idée de produire de l'électricité avec le nucléaire. Alors, il y a des déclarations du Shah. Pour ça me fait un peu rire quand on dit oui, le Shah, il voulait simplement produire de l'électricité. Une déclaration du Shah qui dit oui, comment ça se fait qu'il n'y ait que 5 pays dans le monde qui aient le droit d'avoir la bombe atomique et pas nous? Voilà, on ne sait pas exactement ce que pensait. Le Shah n'a jamais dit qu'il voulait la bombe atomique, mais enfin, il y a des déclarations qui montrent bien qu'il y pense un petit peu quand même. Donc c'est un peu facile de dire voilà, qu'il n'y pensait pas. Mais très clairement, ce qui est intéressant, c'est que la révolution arrive et l'imam Khomeini arrête le programme nucléaire iranien en disant que ce n'est pas islamique. Et donc, d'après ce qu'on sait, parce que tout n'est pas transparent, le programme nucléaire iranien et le programme balistique iranien, ils sont redéveloppés au milieu des années 80. Et pour des questions, on en parlait que l'Iran, effectivement, l'islam est important, mais enfin, il y a d'autres composantes. Et sur le plan stratégique, ils réalisent qu'ils ont été attaqués par l'Irak et que l'Irak les a attaqués, et déjà été le pays agresseur. Le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a jamais condamné l'Irak pour son agression. Ça nous rappelle quelque chose. Donc ils se disent, bon, on ne peut pas compter sur le droit international. Nos forces conventionnelles ont été enfoncées. Effectivement, Saddam Hussein, au début, est rentré dans le territoire iranien. Alors, il y avait la désorganisation à cause de la révolution, mais les forces conventionnelles iraniennes n'ont pas résisté. On n'a quasiment pas d'alliés. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'une force de dissuasion? Comme nous, on a fait une force de dissuasion en France. Donc, effectivement, on peut penser, enfin, on sait, à partir du milieu des années 80, ils redéveloppent leur programme nucléaire avec l'idée, effectivement, d'avoir une bombe atomique et d'avoir ce qui est lié, un programme balistique. Ils commencent des efforts dans les milieux des années 80. Alors ensuite, on ne sait pas trop, mais ça évolue. On peut penser que le programme nucléaire iranien, si tu veux, c'est un groupe d'opposition, les Moudjahidines du peuple, révèlent en 2002 que l'Iran a une usine d'enrichissement d'uranium à Natanz, une usine qui a été bombardée par Donald Trump, et n'a pas dit à l'Agence internationale de l'énergie atomique ce qu'il était censé dire. Donc à partir de là, toutes les tensions montent avec la communauté internationale, parce que la communauté internationale commence à dire, les Occidentaux notamment disent aux Iraniens, vous enrichissez l'uranium, mais on sait pourquoi, parce que vous voulez fabriquer une bombe atomique. Et les Iraniens répondent, on a signé le traité de non-prolifération, donc si on enrichit l'uranium, c'est pour produire de l'électricité à des fins civiles. Et ça, c'est un dialogue de sourds. Hein, il y a des sanctions qui sont votées contre l'Iran. À l'époque, on leur demande d'arrêter d'enrichir l'uranium, parce qu'ils refusent en disant on a le droit, parce qu'on a signé le traité de non-prolifération. Alors, ce qu'on sait de la doctrine nucléaire iranienne, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'il n'y a pas, une doctrine qui a été écrite dans un document, quoi. Ce qu'on peut penser, c'est que je sais qu'en 2003, quand Bush fils a attaqué l'Irak, il pensait fortement attaquer l'Iran ensuite. Bon, c'est pas un scoop. Hein. Et tous les services de renseignement américains se réunissent parce qu'ils étaient contre cette attaque de l'Iran et ils disent à Bush fils, d'après nos informations, alors quand même, ils avaient quand même travaillé, l'Iran n'a pas entrepris ou a arrêté depuis quelque temps toute velléité de militarisation de son programme nucléaire. Donc je pense qu'à partir du début des années 2000, on va dire, l'Iran se fixe comme objectif de devenir ce qu'on appelle, chez les experts, une puissance du seuil. Une puissance du seuil, c'est je possède la technologie nucléaire de manière tellement d'expertise que si nécessaire, je suis capable de fabriquer la bombe atomique. Par contre, je ne prends pas, parce qu'il ne suffit pas d'enrichir l'uranium à un niveau de 90%, il faut également ensuite passer à la phase de militarisation du programme nucléaire, c'est-à-dire construire des ogives nucléaires, faire des essais, et tout ça, ça prend du temps, etc. Donc l'Iran n'est pas rentré dans cette phase. Je ne suis pas le seul à le dire, tous les services secrets du monde le savent bien. Donc on peut penser que
que l'Iran est rentré plutôt dans une stratégie de devenir une puissance du seuil. Et alors, depuis le début des années 2000, l'autre grande étape, c'est 2015. Puisqu'en 2015, l'Iran signe ce fameux accord sur le nucléaire avec les 5 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies plus l'Allemagne. Et dans cet accord, il est assez simple. L'Iran dit « Ok, je m'engage sous contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique ». Il signe le protocole additionnel de l'AIEA qui permet de faire des visites éclairs. Hein. Il n'y a même pas tous les pays signataires de TNP ont signé ce protocole. Et en fait, d'avoir un programme nucléaire qui garantisse qu'il reste civil. C'est-à-dire qu'on reste à un niveau d'enrichissement d'uranium de 3,7%. Et ça, l'Iran, quand Trump décide de sortir de l'accord en mai 2018, il y a 11 rapports de l'AIEA qui certifiaient que l'Iran respectait l'accord. Donc voilà, donc là, le programme nucléaire, on va dire, iranien, ils abandonnent toute idée de devenir une puissance du seuil. Ils veulent produire de l'électricité à des fins civiles. Et effectivement, l'autre rupture, c'est 2018. Mais 2018, Trump sort de l'accord. Donc, moi, je sais parce que je l'ai vécu. Pendant un an, donc, Trump sort de l'accord, il faut bien voir ce qui s'est passé. Il rétablit les sanctions américaines qui avaient été levées avec l'accord de 2015. Des sanctions massives. Hein, il y a un embargo pétrolier, entre guillemets, un embargo financier. L'Iran exporte, fin du premier mandat de Donald Trump, l'Iran n'exporte plus que 1/10 de ce qu'ils peuvent exporter en pétrole, sachant que le pétrole en Iran, c'est à peu près au moins 60% des recettes en devises. Donc l'économie s'effondre. Pendant un an, entre mai 2018 et juin 2019, l'Iran dit, nous, parce que c'est un gouvernement modéré à l'époque, nous, on veut rester dans l'accord. Il est très important pour nous. Ils viennent voir les Européens en leur disant, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour maintenir des relations économiques avec nous, continuer à acheter notre pétrole, etc. Les Européens mettent la main sur le cœur en disant, cet accord est très important pour nous, mais dans les faits, ils ne font rien. Quelque part, ils valident les sanctions américaines, puisque l'embargo américain, finalement, Trump, qu'est-ce qu'il dit? Il dit au reste du monde, vous ne pouvez pas faire des affaires en Iran, autrement, vous ne pourrez pas faire des affaires aux États-Unis. Donc, ce qu'on appelle les sanctions extraterritoriales des États-Unis. Et donc, là où les Européens ne sont pas honnêtes, c'est qu'ils acceptent quelque part l'embargo de Trump. Et donc, l'économie iranienne commence à s'effondrer. Et c'est là les durs, on parlait des... C'est pas simple, hein, les durs, quelque part, prennent la main en Iran à la mi-2019 parce qu'ils disent aux modérés, vous êtes des grands naïfs. Vous continuez comme ça, on va se faire marcher dessus. L'économie est en train de s'effondrer. Il faut qu'on réagisse. Donc, une des manières de réagir, on peut les critiquer, mais on peut aussi comprendre ce qui s'est passé. Une des manières de réagir, c'est ils ont commencé à changer de stratégie à partir de juin 2019. Ils ont dit, tous les 2 mois, on va détricoter nos engagements de 2015. Et si les États-Unis reviennent de l'accord, on revient, nous, au point initial. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Donc, ils ont continué à enrichir, ils ont commencé à enrichir à un niveau d'uranium un petit peu supérieur à 3,7%. Résultat, aujourd'hui, ils sont à 60%. Mais alors il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent, regardez, on vous l'avait bien dit, ils s'approchent de 90%, ils veulent bien fabriquer la bombe atomique. Moi, je pense qu'il y a derrière, on revient à notre objectif de devenir une puissance du seuil, très clairement, avec ça. Mais il y a aussi un objectif qui était, si on veut se faire respecter, parce que c'est pas rien pour l'Iran, si on veut que les États-Unis viennent négocier avec nous, il faut qu'on leur fasse un peu peur. Donc, il faut qu'on détricote nos programmes et que leur montre que voilà, on commence à s'approcher des 90% pour qu'ils reviennent négocier avec nous et lever ces sanctions qui font si mal à notre économie. Donc, effectivement, on est dans cette situation aujourd'hui et c'est ça le drame. Parce que, alors en plus, une autre date importante, c'est que alors Biden essaie de revenir d'accord, ça ne marche pas. Trump dit oui, moi j'ai beaucoup envie de négocier avec l'Iran, je veux éviter la guerre. Il entame quand même 5 séances de négociation. Et il y avait une 6e séance prévue. Et en plein milieu de négociation, on le sait maintenant, il autorise quelque part ou il valide l'attaque israélienne. De plus en plus, on pense qu'il y a eu une préparation de l'armée américaine avec l'armée israélienne. Donc c'est quand même... on est dans cette situation. Finalement, j'ai écrit un article à ce sujet, on a l'impression que... et là, les Européens, moi je leur en veux un petit peu, c'est qu'on avait quand même fait des efforts pour régler cette question du nucléaire par la diplomatie, avec cet accord qui marchait. Et par la faute de Trump, par la faute des Européens, cet accord n'a pas marché. Et maintenant, on pense que la guerre va tout régler. Donc là, je pense qu'il y a on peut dire, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu un changement complet de stratégie occidentale vis-à-vis du nucléaire iranien et qui va à l'encontre du droit international. On avait reçu ici Anas Abdoun et justement, il avait parlé de ce programme, enfin de ces contrôles de l'AIEA. Est-ce que c'est correct de dire que c'était l'Iran était parmi les bons élèves des contrôles de l'AIEA? Oui. Alors, quand
j'avais discuté avec quelqu'un qui, elle connaissait très bien l'AIEA. L'AIEA se félicitait de la coopération iranienne. Donc l'accord a été signé en 2015 et les sanctions ont été... Donc il fallait d'abord constater que l'Iran le respectait. Donc ils ont fait plein d'inspections pour voir que l'Iran respectait l'accord et les sanctions ont été levées à partir de 2016. Donc l'accord a fonctionné, on va dire, jusqu'à mai 2018 et l'AIEA reconnaissait eux-mêmes, les inspecteurs, parce qu'ils allaient en Iran, ils disaient que l'Iran était vraiment un des bons élèves. Ils avaient notamment signé ce protocole additionnel qui permettait à l'AIEA de faire des visites éclairs sur le système nucléaire iranien. Non, effectivement, il y a eu, l'AIEA faisait son boulot. Il y a 11 rapports qui sont publics, on peut vérifier. Ils démontraient que l'Iran respectait parfaitement l'accord signé en 2015. Ce qui avait été, en plus, j'ai oublié de le dire, mais c'est important, validé par une résolution des Nations Unies. Donc, quelque part, les experts américains, ils disent qu'effectivement, Trump avait le droit, vis-à-vis du système politique américain, de sortir de cet accord, puisqu'il n'avait pas été validé par le Congrès. Mais d'un autre côté, c'était à piétiner le droit international, puisque cet accord a été validé par une résolution des Nations Unies. Et tu penses que c'était quoi un peu la stratégie de Donald Trump, s'il y en a une, derrière ce revirement? Parce que si moi je regarde ça en tant qu'observateur, j'ai l'impression qu'il ne rend pas service au courant modéré de l'Iran, avec Rouhani, qui est venu justement sur son programme de écoutez, on va essayer de revenir, de faire rentrer l'Iran dans le concert des nations. En quelque sorte, Donald Trump a redonné du pouvoir aux plus radicaux, j'ai l'impression, en Iran. Oui, c'est une question compliquée. Alors moi, je n'ai pas les compétences. Comme je dis souvent, j'ai déjà assez de mal à comprendre le système politique et économique iranien. Le système politique américain, notamment avec Donald Trump, ça dépasse mes compétences. Ce que j'entends dire, pourquoi Donald Trump a pris cette décision, alors, le parti républicain aux États-Unis, c'est là où on voyait que cette société iranienne elle est face à des facteurs externes. Il y a quand même des choses qui sont difficiles à bouger. Le parti républicain aux États-Unis, il a très mal vécu la révolution iranienne, notamment l'affaire des otages, il faut reconnaître. Et donc les partis républicains, notamment, tous les Américains se sont sentis humiliés par effectivement l'affaire des otages. Et ce qu'on entendait beaucoup chez les responsables américains, c'était l'Iran ne doit pas simplement être battu, il doit être puni pour ce qu'il a fait. Donc il y avait l'idée qu'il fallait prendre sa revanche avec l'Iran. Et alors, le Parti démocrate américain, et on peut rendre hommage à Obama, parce que ce n'était pas simple. Moi, j'ai suivi, je me rappelle, j'étais aux États-Unis quand il y a eu la primaire de Obama contre Clinton. Il se faisait tirer dessus par Clinton en disant oui, il veut négocier avec l'Iran, c'est Ahmadinejad, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc, même au Parti démocrate, ce n'était pas simple quand on disait qu'on veut négocier avec l'Iran. Mais disons, il a quand même tenté de négocier, il a réussi avec cet accord de 2015. Du côté du Parti républicain, c'est le jeu politique. Il y a l'idée qu'on ne peut pas négocier avec l'Iran et que c'est un pays qui doit être battu, puni, etc. Donc je pense que Trump, qui n'est pas un vrai démocrate ni un vrai républicain, c'était une bonne manière pour lui de s'attirer les grâces de soutien du Parti républicain de prendre cette décision. Ce qu'on entend dire aussi, alors là c'est un peu, j'allais dire triste, mais un peu étonnant, mais enfin pourquoi pas, c'est que l'accord sur le nucléaire de 2015, c'était peut-être la plus grande réussite de la politique étrangère d'Obama. Comme il voulait casser tout ce qu'avait fait Obama, c'était aussi une manière de casser l'héritage d'Obama. Donc ça peut également expliquer sa décision. On peut aussi penser, mais c'est une réalité, il y a eu un lobbying très très fort, d'ailleurs, du côté d'Israël, notamment Netanyahou s'en est vanté. Ce que je raconte, ce n'est pas du tout une invention. Donc un lobbying d'Israël, et également, il ne faut pas oublier, d'Arabie Saoudite et des Émirats, qui étaient à l'époque très très opposés à cet accord. Donc il y a eu un lobbying très puissant, notamment d'Israël, pour que les États-Unis sortent de cet accord, ce qui explique que Donald Trump a pris cette décision. Alors ça, je suis tout d'accord avec toi. Je pense que cet accord, il a eu des conséquences énormes. Alors on a parlé de la politique nucléaire iranienne. C'est quand même très fort de la part de Donald Trump d'accuser l'Iran de vouloir accueillir la bombe nucléaire, alors qu'il est principal responsable de cette situation. Enfin, je veux dire, je sais qu'on vit dans un monde un peu orwellien, mais là, c'est quand même étonnant, quoi. Cet accord marchait, l'Iran le respectait. Quelque part, il en sort de manière unilatérale. Il ne laisse pas trop de choix à l'Iran, qui en sort petit à petit. Il leur dit, regardez, je vous avais bien dit, ils veulent la bombe atomique. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc déjà, les conséquences sur sortir de l'Iran de ce trajet qui leur permettait d'avoir un nucléaire civil, c'est quand même principalement la responsabilité de Donald Trump. Puis je suis tout à fait d'accord avec toi. Les conséquences... Enfin, il ne faut pas s'étonner qu'on ait une radicalisation du pouvoir iranien. Enfin, on aurait été en France, on aurait eu, je pense, la même chose. Dans ces cas-là, les modérés, parce que les modérés, ils avaient mis tout leur capital politique là-dessus. Rouhani et Zarif sont ministres des Affaires étrangères, ils avaient basé toute leur politique, peut-être trop sans doute,
et même économique sur cet accord marche, les sanctions s'est levées, on va retrouver, on en parlait tout à l'heure, des relations normales avec le reste du monde, les pays vont revenir investir en Iran, ça a commencé à marcher. Tout d'un coup, ils ne savaient plus quoi faire. Donc, ils se sont retrouvés complètement déstabilisés. Et les radicaux ont eu beau jeu de leur dire, bah, regardez, vous étiez des grands naïfs. On s'est fait complètement avoir. Donc, on va reprendre les choses en main. Ce que comprennent du côté des radicaux en Iran, il y a l'idée que, alors j'ai envie de dire, malheureusement, comment leur donner tort, que les Occidentaux ne respectent pas le droit international. La seule chose qu'ils comprennent, c'est le rapport de force. Donc, ils ont été complètement confortés dans cette logique et disant, ben voilà, si on veut se faire respecter les Occidentaux, il faut entamer un rapport de force et on va sortir du cadre de l'accord de 2015 et s'orienter vers, on va dire, alors en Iran, on appelle ça une politique d'ambiguïté sur le plan nucléaire. On ne veut pas vraiment avoir la bombe atomique, mais on s'approche de la limite et on commence à faire peur. Mais effectivement, je veux dire, la radicalisation du pouvoir iranien, on peut très bien effectivement la lier à la sortie de Trump de l'accord. Parce que tu avais sorti aussi un deuxième exemple dans ton livre qui m'avait surpris, je ne le connaissais pas, avec George Bush Junior, quand il commence à attaquer un peu la région, l'Afghanistan, etc. Et l'Iran fait preuve de bonne foi en donnant des renseignements qui vont aider les Américains pour leur dire en gros, venez, on discute. Ou alors c'était avec l'Irak, c'est un des deux. Et alors, en fait, l'Afghanistan, c'est Afghanistan. Et alors, George Bush ne répond même pas, en fait, aux appels du pied diplomatique de l'Iran. Et donc, c'est pour ça que je me pose cette question. Est-ce que maintenant, c'est pas purement idéologique de se dire, on ne parle pas avec cette république? Et pourquoi est-ce qu'il parle avec l'Arabie Saoudite si c'est une question de régime, par exemple? Donc, c'est cette question-là que je me posais, en fait. Non, mais c'est marrant ta question parce qu'elle est très bonne. Parce que j'écoutais ce matin justement ce conseiller du ministre de l'Intérieur anglais sur le vice-président et il m'a dit une phrase qui m'a frappé. Il a dit on ne peut pas travailler avec le gouvernement des ayatollahs. Ce n'est pas des partenaires. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce n'est pas des partenaires possibles pour l'Occident. Phrase définitive. Un homme politique anglais qui dit ça, on se dit oh là là. Mais c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Reprenons les exemples. Donc c'est en 2001 quand les États-Unis attaquent l'Afghanistan. On sait maintenant que les Iraniens, qui étaient également ennemis des talibans, leur donnent l'emplacement des bases militaires talibanes, des informations pour les aider à battre les talibans. On sait qu'ils participent concrètement, je crois que c'est une négociation de Bonn, qui permettent de mettre en place le gouvernement de Karzai en Afghanistan. Parce qu'ils ont un intérêt. À l'époque, ils sont très... Les talibans, les haïs, les talibans, une politique vraiment anti-chiite. Ils ont même assassiné, ils ont envahi ils rentrent dans l'Afghanistan, le consulat de Mazar el-Sharif, ils ont tué des diplomates iraniens. Donc, pour les Iraniens, ils ne veulent surtout pas les talibans à la tête de l'Afghanistan. Donc, ils collaborent avec les Américains. Réponse des Américains, l'Iran est mis dans l'axe du mal janvier 2002. Intéressant quand même. Autre exemple, les Iraniens ont très peur, c'est toujours 2002, début 2003, très peur que, et ça c'est des faits ce que je dis, c'est pas du tout voilà, la théorie du complot, c'est des faits, très peur d'être le prochain sur la liste. Donc les États-Unis attaquent l'Irak et les Iraniens se disent, et à l'époque on y croit, c'est notre tour ensuite. Et ils ont peur de la guerre. Ils envoient, et on le sait maintenant, donc ils envoient par l'intermédiaire, je crois, en tout cas, le fax arrive au département d'État américain. Une liste, on parlait de la politique régionale de l'Iran, une liste dire on est prêt à négocier sur tout. Notamment, le Hezbollah, pour nous, peut devenir une force politique normale. Notre politique dans la région, notre programme nucléaire, notre programme balistique, on est prêt à négocier sur tout. Et celui qui envoie ça dit le guide est d'accord avec 80% de ça. Donc, c'est pas rien. On sait maintenant que celui qui reçoit ça, donc c'est Richard Haas, c'est son nom, parce qu'il y a un très bon documentaire de la BBC, je crois que je cite dans le bouquin, il est interviewé, il dit c'est là qu'on se dit, bon, il y a deux poids, deux mesures. Il dit, oui, bon, on ne sait pas trop qui nous écrivait, on ne sait pas trop qui gouverne l'Iran. Il ne transmet même pas cette demande à la Maison-Blanche. Donc ça fait réfléchir quand même. Une proposition de négociation sur tout. Alors ensuite, effectivement, les Iraniens voient que ça ne se passe pas très bien en Irak, donc ils vont aider les milices chiites irakiennes à se battre contre les Américains. Et effectivement, les Américains laissent tomber l'envahissement de l'Iran, mais l'Iran a proposé de négocier sur tout. Pourquoi les Américains n'ont pas accepté? Autre exemple, on a parlé de l'accord de 2015. Comme l'accord de 2015, c'était énorme. C'est le premier accord diplomatique entre l'Iran et les États-Unis. Les États-Unis marchent dessus. Autre exemple, l'Iran négocie quand même de bonne foi avec Donald Trump. 5 séances de négociation.
au cours de séance de négociation, Trump valide une attaque de l'Iran militaire, et puis il attaque lui-même. Donc, quand j'entends dire que par cet homme, j'ai rien contre lui, hein, mais cet homme politique anglais qui dit ah ben non, l'Iran ne peut pas être un partenaire crédible pour l'Occident. Ah, je veux dire, hein, c'est toujours les autres quoi qui sont en cause. Nous, on est toujours parfait, on respecte le droit international. Non, il y a un vrai problème. Actuellement, le principal problème pour les négociations nucléaires, c'est le manque de confiance entre l'Iran et les États-Unis. Il n'y a pas besoin d'être un grand expert pour voir pourquoi il y a autant de méfiance de chaque côté, hein. Et pourtant, on arrive le 13 juin 2025. Israël lance l'opération Rising Lion. Et c'était quoi leurs objectifs à Israël au moment où ils lancent cette opération? Alors moi, il m'a semblé comprendre qu'il y avait deux objectifs, mais il y a des gens qui m'ont expliqué que non. Mais bon, le premier objectif, c'est très clairement de détruire, on en a parlé, les installations d'enrichissement d'uranium de l'Iran. Donc ça, c'est on va dire, le premier objectif. Mais il m'a quand même semblé que, on l'a bien vu avec un certain nombre de bombardements, notamment de la prison d'Evin, et puis les appels à la population iranienne à se soulever, que l'autre objectif, c'était le changement de régime. Il y a quand même un certain nombre de déclarations de Netanyahou, parce qu'ensuite, maintenant, les Israéliens disent « Oh non, on n'avait pas cet objectif ». Non, mais il m'a semblé que c'était également un de leurs objectifs. Donc c'était les deux objectifs, hein, la destruction du programme d'enrichissement d'uranium de l'Iran et le changement de régime en Iran. Et donc, toi, tu penses, de ce que j'ai entendu dans tes propos, que les États-Unis, et notamment Donald Trump, étaient au courant de cette attaque? Il y a sûrement des gens... Moi, ce n'est pas mon métier, hein, je suis économiste, je fais ce que j'aime, et il y a sûrement des gens beaucoup plus qualifiés que moi, qui ont beaucoup plus d'informations que moi, mais j'ai du mal à... D'ailleurs, Donald Trump, là, il a carrément laissé dire très clairement, il a dit quand on a promis cette 6e séance de négociations aux Iraniens, c'était une manière de les tromper. Donc c'est pas possible, je pense que c'est pas possible que Netanyahou décide cette attaque sans avoir prévenu Donald Trump. Donc si Donald Trump avait voulu, connaissant son caractère, il avait dit vraiment non, non, vous n'attaquez pas, ces négociations sont très importantes pour moi. Donc très clairement, il a validé cette attaque. D'après ce que disent, alors Fred, tu poses la question peut-être à des spécialistes des questions militaires, mais d'après ce que j'ai compris, forcément, il y avait une certaine concertation. J'ai entendu, il y a des gens de la CIA, je pense qu'il y avait des plans de concertation, de coopération entre l'armée américaine et l'armée israélienne. Cette attaque, elle n'a pas pu être menée comme ça par Israël dans son coin, tout seul. Donc forcément, il y a eu des concertations. Donc on va dire que oui, il y a sans doute un double jeu de Trump. Peut-être qu'il a commencé à négocier pour voir où ça irait. Il a cru que ces négociations, ce serait facile. Et puis peut-être au fur et à mesure, il s'est dit, bon, ben, je valide cette attaque israélienne. On ne sait jamais avec lui. Il valide cette attaque israélienne dans l'idée que ça va peut-être faire avancer les négociations. Mais on ne peut pas non plus... Voilà, en tout cas, il a validé cette attaque et sans doute, il y a eu une préparation commune entre Israël et les États-Unis. Alors, les Israéliens parlent d'une guerre préventive. Les pays occidentaux soutiennent l'opération. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à la mort en direct du droit international depuis 2 ans, au moins? Oui, je crois que c'est un des événements qui concourent à cette mort. Mais là, je pense que, compte tenu de ce qui se passe à Gaza, un petit peu, voilà, je pense que ce que fait Trump, là, je pense que le droit international, effectivement, est très affaibli. Là, moi, en tant qu'Européen, je dis là, je ne parle plus en tant que chercheur, en tant qu'Européen, moi, je suis, on va dire, très peiné. J'avais cru comprendre que le respect du droit international, c'était un des éléments, la boussole de la politique étrangère des pays européens, et notamment de l'Union européenne. Alors j'avoue que bon, je suis directement intéressé par le sujet, parce que c'est mon champ de recherche, mais quand j'ai entendu les premiers ministres allemands, français et anglais valider, si ce n'est encourager, cette attaque israélienne, je me dis, alors là, ça devient du grand n'importe quoi. Ça devient du grand n'importe quoi. Je crois que Emmanuel Macron a une phrase du genre cette guerre va dans la bonne direction. Donc c'est une guerre, bon, on l'a dit tout à l'heure, un pays qui n'a pas signé le traité de non-prolifération attaque un pays qui a signé le traité de non-prolifération. Il dit que c'est une guerre préventive. Dans ce cas-là, c'est pas la Charte des Nations Unies. Ça veut bien dire que n'importe qui estime menacé peut attaquer un autre pays, donc dans quel monde on vit. Les installations nucléaires iraniennes, elles sont légitimes vis-à-vis du droit international puisqu'elles sont sous le contrôle de l'AIEA, et l'Iran a le droit d'enrichir l'uranium. Donc normalement, l'AIEA aurait dû monter au créneau beaucoup plus qu'a fait Fabio Grossi pour défendre. L'Israël n'avait pas le droit d'attaquer ces installations nucléaires. Donc les atteintes au droit international sont massives, et effectivement, on ne peut que regretter. Bon, Trump, on est habitué.
Mais alors là, moi, ce qui m'a vraiment déçu, c'est la position européenne. Et justement, tu parlais de l'AIEA. Après cette guerre de 12 jours, on a eu l'impression que l'Iran était très méfiante de l'AIEA. Et je ne sais plus si c'est une analyse que j'ai lue ou si c'était l'impression qu'on avait en lisant l'article. Mais elle avait l'air très méfiante de l'AIEA, comme si elle estimait qu'elle n'était plus objective suite à ce conflit. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Bon, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. De toute façon, j'ai parlé des radicaux en Iran. On peut, enfin, je veux dire, le problème, c'est d'avoir une vision juste des choses. On peut quand même pas s'étonner que Israël attaque les installations nucléaires iraniennes d'enrichissement d'uranium, qui normalement sont sous la responsabilité de l'AIEA. Et tu peux chercher les déclarations de Grossi pendant cette guerre. Il a marqué son mécontentement, mais enfin, il n'est pas, on va dire, on l'a pas tendu tonner dans les médias tous les jours et dire que c'était une atteinte fondamentale au droit international. Donc les Iraniens, ils se disent, mais c'est quoi ce travail, quoi, je veux dire. On a le droit d'enrichir l'uranium vis-à-vis du droit international. On est sous le contrôle de l'AIEA. Un autre pays nous attaque et vous n'êtes même pas capable de monter un petit peu au créneau. Alors il y a d'autres dossiers plus compliqués, c'est-à-dire que je crois que c'est les services secrets iraniens ont publié des documents, moi je ne sais pas s'ils sont valides ou pas, qui montreraient qu'il y a eu une certaine coopération. Mais bon, ça voilà, je sais que c'est un fait, mais je dis pas qu'ils La accusent quelque part déclaration est un fait. Grossi d'avoir donné des éléments qui seraient arrivés aux Israéliens sur effectivement l'état du programme nucléaire iranien et notamment les scientifiques iraniens qui travaillaient. Donc ils accusent les plus durs en Iran, ils accusent Grossi, l'AIEA, d'avoir voilà, transmis des informations à Israël. Mais moi, ce que je vois, on en revient à la question de la confiance. Enfin, c'est pour ça, c'est trop facile. On en parlait de la diabolisation de l'Iran. Ah, c'est la République islamique, donc ils ont toujours tort. Enfin, on aurait été la France à leur place. On respecte quelque part, on peut dire que l'Iran jouait avec les limites, mais enfin, l'Iran était dans le droit international. Ils avaient le droit d'enrichir l'uranium. Ils avaient toujours des relations avec l'AIEA. L'AIEA venait de faire un rapport sur l'Iran en disant que voilà, on a des doutes sur. On n'a pas toutes les informations, mais dans leur rapport, ils ne disent pas que l'Iran a pris une décision pour fabriquer la bombe atomique. Donc du côté iranien, du côté des durs notamment, ils se disent mais à quoi ils servent? Pourquoi il n'est pas monté au créneau? Comment ça se fait? Quel est son rôle? Alors effectivement, il y a aussi un reproche qui est fait à Grossi, c'est qu'il y a eu un rapport qui a été publié au Conseil des gouverneurs de l'AIEA, je crois un mois avant l'attaque, qui est très négatif vis-à-vis de l'Iran. Et notamment, alors c'est là où effectivement les Iraniens l'accusent de deux poids, deux mesures. Bon, il y a une demande de l'AIEA qui date du début des années 2000. Il y a eu des traces d'uranium enrichi à un niveau très élevé qui ont été relevées en Iran, dans des endroits où l'Iran n'avait pas communiqué à l'AIEA. Donc l'AIEA demande depuis le début des années 2000 à l'Iran d'éclaircir cette question-là. Il avait semblé qu'avec l'accord 2015, quelque part, cette affaire était mise un petit peu sous le tapis en disant, voilà, quelque part, on repart sur des bonnes bases. L'Iran, maintenant, joue le jeu, est bien contrôlé par l'AEA. Donc, cette affaire a été un peu mise en suspens. Comme par hasard, un mois avant l'attaque israélienne, Grossi met ça dans son rapport. Oui, l'Iran ne coopère pas, etc. Ce qui permet à ce rapport d'avoir une connotation très négative vis-à-vis de l'Iran. Alors que dans ce rapport même, il disait que l'Iran n'avait pas pris la décision de fabriquer la bombe atomique. Donc les Iraniens pensent que le côté négatif de ce rapport a pu être un argument utilisé, qui a été instrumentalisé par Israël pour dire, regardez, l'Iran est une menace nucléaire, c'est ce que l'AIEA dit, et donc ce qui a pu valider leur attaque. Donc effectivement, c'est ça que moi j'essaye de faire comprendre aux gens, c'est que, évidemment, il y a des durs en Iran, il y a des radicaux, c'est la République islamique d'Iran, mais mettez-vous à leur place. Je pense qu'ils ont un vrai problème de confiance par rapport à l'AIEA qui représente le droit international, qui ne les a pas défendus. Et d'ailleurs, le Parlement iranien, et ça pose des problèmes, a voté une loi en suspendant la coopération avec l'AIEA, juste après la guerre. Donc, ce qui dit bien qu'il y a un vrai problème de confiance. Et donc, ça pose des problèmes, parce que on va peut-être en parler, parmi les conditions que les Européens posent aux Iraniens pour reporter de 6 mois la procédure de snapback, les sanctions des Nations Unies, c'est notamment qu'ils reprennent contact avec l'AIEA. Le Parlement iranien est en train de dire, ah ben nous on a voté la suspension. Donc on en revient, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait un problème de confiance du côté de l'Iran vis-à-vis du droit international. Je pense qu'il y a des faits qui sont établis. Alors, je sais que c'est pas ton domaine, mais je vais quand même essayer de te pousser à te positionner.
Pour toi, c'est quoi, enfin, c'est qui a gagné, entre guillemets «gagné», cette guerre entre Israël et les États-Unis d'un côté et l'Iran? Parce que, on a l'impression que c'est un peu flou. On peut compter des «points» entre guillemets des 2 côtés. Il y a, la fermeture du port d'Haïfa, par exemple. Il y a, les missiles balistiques qui franchissent le dôme de fer. Il y a, les raffineries touchées. De l'autre côté, il y a on dit que les lanceurs, iraniens ont été touchés. Il y avait eu aussi cette couverture aérienne qui empêchait les Iraniens de faire certaines opérations. Vers quelle thèse est-ce que tu penches plus? Ou peut-être tu peux répondre en parlant de comment la population le perçoit? Heu, Oui, parce que c'est des questions compliquées parce que là, les gens qui donnent, c'est un peu l'opinion. Puis surtout que euh, l'Iran n'a pas toutes les informations. Alors, surtout après une guerre, on sait bien que voilà, on n'a pas toutes les informations. Ce que je peux te répondre en essayant de synthétiser tout ce que j'ai vu, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de débats à ce sujet en Iran. C'est incroyable. On a l'impression que c'est une sorte de. Comme ça, il y a eu un choc quelque part, parce que c'est vrai, une guerre, c'est un choc. Et donc, il y a une sorte de. On parle de tout là. Euh, j'ai entendu, et même des gens qui sont proches des passedarans, hein, des gardiens de la Révolution, dire on a perdu. Donc ils reconnaissent, en personne dit chez Castro, on a perdu, on a perdu. Et ils reconnaissent, enfin, il faut le reconnaître. Parmi les plus grands dirigeants, le général en chef des passedarans a été tué le premier jour, un certain nombre de dirigeants des passedarans ont été tués. Euh, Israël avait la maîtrise totale de l'espace aérien iranien. Il n'y a pas eu un pilote israélien qui a été touché. Hein, pas une perte militaire israélienne. Ils ont bombardé tout ce qu'ils voulaient pendant 12 jours. Euh, et puis effectivement, alors il y a eu la coopération américaine pour quand même, alors bombarder les trois sites d'enrichissement d'uranium de l'Iran. Alors Donald Trump a dit que tout avait été détruit. Bon, maintenant on sait que non. Donc ça a été sans doute retardé. Mais de ce point de vue-là, on va dire, euh, on va dire, ça peut justifier le fait, même les passe-dents, certains disent, on a perdu. Et effectivement, derrière cette perte, il y a aussi le fait, comment expliquer qu'Israël ait pu mener autant d'opérations à l'intérieur du territoire iranien? Comment expliquer qu'ils avaient tellement d'informations sur où, où dormaient les maisons de nos dirigeants? Comment ils ont pu tuer aussi facilement des scientifiques du programme nucléaire iranien? Ce qui est, j'ai oublié d'en parler, ce qui est également une atteinte au droit international. Enfin, je veux dire, là, dans toute la presse, on apprenait comme un fait, Israël tue, assassine des scientifiques. Voilà. Alors on m'a expliqué quand il collaborait avec l'armée, il pourrait être une cible légitime. Je trouvais ça un peu étonnant, mais disons voilà. Donc, en tout cas, il y a un sentiment effectivement, hein, de choc, et certains Iraniens disent qu'il y a eu une défaite. D'un autre côté, ça qui est intéressant, je pense qu'il y a et c'est là sans doute l'échec de Netanyahou. Et il a pas compris sans doute que c'est pas que la République islamique d'Iran. Donc effectivement, je pense que le- la victoire, enfin, c'est pas une victoire, mais la résistance de l'Iran, c'est la population iranienne n'a absolument pas joué le jeu de Netanyahou. C'est-à-dire Netanyahou a demandé de sortir dans la rue. Elle a quelque part soutenu le régime et elle a considéré qu'elle était attaquée. et justement, c'est peut-être même, il a même travaillé à l'encontre de Oui, son alors effectivement, objectif. alors là, c'est un fait. Effectivement, on a parlé de ce mécontentement politique en Iran. Je pense que juste après la guerre, il y avait sans doute plus de soutien à la République islamique d'Iran. Alors on a vu que c'est pas simple, mais lié au fait que le pays était attaqué. euh, on doit s'opposer à nos agresseurs et on doit défendre l'intégrité territoriale de l'Iran. Et le fait que l'Iran est menacé, je pense, c'est pas rien, hein, est vraiment rentré dans les têtes. Avant, on disait, ouais, il nous explique que l'axe de résistance, c'est trop idéologique, nous, on ne veut pas défendre les Palestiniens, c'est pas notre lutte, etc. Maintenant, ils se disent, on a des vrais ennemis, et des ennemis qui veulent nous affaiblir. Et beaucoup d'Iraniens de cette classe moyenne, ils ont compris ça. Donc, effectivement, je pense que c'est un élément important pour la République islamique d'Iran. Alors, la grande question, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire de ça, parce qu'on a parlé de leur incapacité à avoir une réponse politique par rapport à ça. Je pense qu'il y a un autre élément important. Bon, moi, je ne suis pas spécialiste des questions militaires, mais très clairement, au bout d'un moment, les Iraniens ont commencé à répondre, tu en as parlé, par des tirs de missiles très clairement qui ont été efficaces, qui sont passés à travers le dôme de fer. Et ça veut bien dire que du côté des passes d'Aran, bah, ils ont remplacé les cadres et le système a continué à fonctionner. Donc les passes d'Aran continuent à se battre. Hein. Les mêmes passes d'Aran qui sont détestés en Iran à cause de leur rôle dans la répression, là, quelque part, ils sont devenus des héros parce que c'est eux qui ont la responsabilité des problèmes balistiques et qui ont répondu Israël. Donc, de ce côté-là, il y a quand même une réponse de l'Iran. Et alors, connaissant la façon dont fonctionne Netanyahou, je pense qu'il n'aurait jamais accepté un cessez-le-feu s'il ne voyait pas qu'il y avait des risques à continuer.
Et si on essayait de regarder ça d'un point de vue positiviste, enfin, pardon, positif, est-ce qu'on pourrait pas se dire que cette instabilité, enfin, c'est toi qui vois un peu plus les dynamiques qui se passent maintenant, ne vont pas pousser les pays de la région, les États de la région, à beaucoup plus collaborer pour éviter ce genre d'instabilité? Parce qu'on s'est rendu compte que dès que l'Iran a menacé de fermer le détroit d'Ormuz, ben, il y a plusieurs États qui se sont sentis en danger, quoi. Est-ce que cette guerre de 12 jours ne va pas permettre plus de chances à l'Iran, à Israël, aux Émirats arabes unis, etc., de beaucoup plus passer la carte du dialogue? Est-ce que tu vois ces dynamiques-là ou on n'est pas encore à ce niveau-là? Oula, une question compliquée. De nouveau, je peux essayer de faire une synthèse. Tout ce que je dis finalement, bon, moi je suis chercheur, je suis économiste, mais beaucoup de choses que je dis, c'est ce que j'entends dans les débats en Iran. C'est intéressant parce que effectivement, là, officiellement, il y a eu le gouvernement iranien a dit, regardez, on n'est pas seul. Je crois le Pakistan, un certain nombre de pays de la région ont condamné l'attaque israélienne. Au moins, ils ont fait le service minimum. Au moins, ils ont fait ce que les pays européens n'ont même pas été capables de faire, hein. Voilà. Mais ça m'a frappé quand même. Le secrétaire général de l'OTAN a dit que c'était une attaque, quel terme il est unilatérale d'Israël. Ce qui veut dire, bon voilà, Israël décide d'attaquer. Les gouvernements européens n'ont même pas été capables de dire ça. Si ce n'est il faut le dire quand même, hein, le chancelier allemand a même dit que Israël faisait le sale boulot à notre place. Ils ont même encouragé cette attaque. Donc au moins, alors le gouvernement iranien a dit, regardez, on est soutenu par les pays de la région. Ce que j'entends, c'est pas aussi simple que ça. Les Iraniens ont pris conscience qu'ils sont seuls en fait. Ils ont dit militairement, personne n'est venu à notre secours. La Chine et la Russie, qui étaient, entre guillemets, leurs grands alliés, effectivement, ils les soutiennent stratégiquement. Et ils n'ont pas donné de matériel, enfin, ils n'ont pas aidé militairement pendant la guerre. Les pays de la région n'ont rien fait. Donc, effectivement, il y a une prise de conscience de l'Iran qui sont seuls, et on en revient au débat dont on parlait tout à l'heure. Quelle direction va prendre la politique régionale? Bien malin équipe pour dire ça. Moi, ça va dépendre des affrontements politiques en Iran. Bon, ce que je vois, je veux dire, si on prend, ça va dépendre de qui impose sa loi quelque part politiquement en Iran, et c'est pas simple. Mais ce que je vois avec le gouvernement iranien, il n'a pas changé. C'est un mélange de pragmatisme et d'idéologie. Je pense que, attention, ce que je dis, dans une semaine, tu vas me dire, bah, ils étaient complètement plantés. Mais je pense que la défense de l'axe de résistance dont on parlait tout à l'heure, je vois mal Khamenei, qui a passé toute sa vie à le défendre et à le monter, ça fait partie de leur idéologie. Le laisser tomber. Tout d'un coup, c'est un peu hisser le drapeau, l'en dire, ouais, très bien, on s'est trompé. Et non, c'est pas possible. Quand on a fait la révolution, je pense qu'on peut pas dire ça. Donc ils vont. Et Ali Larijani, je pense qu'il est un peu sur cette ligne. Donc ils peuvent pas laisser tomber l'axe de résistance. D'un autre côté, ils sont pragmatiques. Ils ont rétabli leurs relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite. Ils ont des bonnes relations avec les Émirats arabes unis. Donc je pense qu'ils ont compris aussi que ils ont besoin d'avoir des meilleures relations dans la région. Donc je pense qu'ils vont continuer sur cette ligne. Euh, la- le- c'est discuté en Iran, mais euh, une modification totale de la politique régionale de l'Iran, par exemple, il y aurait une négociation avec les États-Unis, puis ils commencent à dire, bah, très bien, finalement, on abandonne cette sorte d'axe de résistance, on soutient plus les milices chiites en Irak, les Houthis au Yémen, etc. Là, je ne le vois pas à court terme, si c'était ta question. On arrive petit à petit à la fin de cette entrevue et je voudrais un peu continuer dans cette question. C'est quoi un peu pour toi les perspectives de l'Iran? Est-ce qu'il y a d'autres dynamiques que tu vois évoluer? Par exemple, sur le successeur de Khamenei, peut-être sur les négociations avec les États-Unis. Est-ce qu'ils sont toujours aujourd'hui le grand Satan pour l'Iran? Est-ce que tu as l'impression que ça va changer un peu sur les 10 prochaines années? Je ne sais pas. Est-ce que tu as des perspectives pour l'Iran? Non, mais bon, moi j'ai fait de la prévision dans un métier que j'avais, j'étais conjoncturiste en économie, donc j'ai fait de la prévision pendant 10 ans. Ce que j'ai appris au moins dans la prévision, c'est qu'avant de faire des prévisions, il faut bien comprendre l'environnement actuel. Euh, il est clair qu'on a parlé d'Ali Khamenei, il est, on va dire, détesté par une petite partie de la population iranienne qui pense que c'est un dictateur. Son rôle est remis en cause dans certaines discussions, mais on ne peut pas non plus nier qu'il est le personnage central de la vie politique iranienne. Donc il est évident que son remplacement sera un événement fondamental dans la vie politique iranienne. Alors, quand est-ce que ça va arriver? J'ai aucune information. Qu'est-ce qui va se passer
Tout est discuté en Iran. Enfin, ceux qui savent, à mon avis, ils disent n'importe quoi. Personne ne sait. Mais ça va être la clé. Alors certains qui disent que ça va être un groupe de religieux. Bon, en tout cas, comment dire, le profil de celui qui lui succédera, ce sera la clé pour comprendre l'Iran futur. Ça, c'est une évidence, ça, c'est clair. Alors ta deuxième question, négociation avec les États-Unis. De nouveau, là, c'est la question clé parce que tout le monde en parle en Iran actuellement. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'il y a à la fois une énorme défiance. On en a parlé. Il y a des radicaux qui disent bon, on va quand même pas négocier avec celui qui a joué double jeu et qui nous a mis un coup de couteau dans le dos. Donc, c'est dans le discours des radicaux. Il y a ceux en face qui disent, les modérés, qui disent bon, quel choix on a? On ne peut pas continuer à toujours je veux dire, être ennemi des États-Unis. Il faut peut-être qu'on change notre politique étrangère. Alors, c'est compliqué en Iran parce que de nouveau, du côté il y a des OK, on va négocier, mais on va parler de quoi? Alors, il y a ceux qui disent le problème principal, c'est la question nucléaire. On a vu que c'est pas simple parce que déjà, c'est pas simple ça parce que on va dire une partie du pouvoir iranien et notamment les radicaux disent on va jamais laisser tomber l'enrichissement de l'uranium. Pour nous, c'est une question. Alors, il y a une question de fierté, mais il y a une question aussi de. On a vu des questions stratégiques parce que ils veulent surtout. L'Iran est un pays obsédé par la dépendance de l'étranger. Donc, leur dire l'enrichissement de l'uranium va être fait, je sais pas, en Russie ou en Arabie Saoudite, et on vous enverra le combustible que vous pourrez mettre dans vos réacteurs pour de l'électricité. Tout de suite, ils voient, voilà. Et le jour où vous arrêtez, vous allez nous demander quoi, Je veux dire, donc ils insistent beaucoup sur ce droit à l'enrichissement d'uranium. Donald Trump a changé complètement son fusil d'épaule au cours de ces négociations. Maintenant, il dit plus question d'enrichir l'uranium en Iran. Il faudrait vérifier. Les Européens, malheureusement, sont sur cette ligne maintenant. Donc là, déjà, c'est pas simple. Mais si on croit au droit international, si on croit à la négociation plutôt qu'à la guerre, je pense qu'il n'y a pas le choix. Les deux pays qui doivent négocier, discuter, c'est l'Iran et les États-Unis. Alors, il y a cette question de la méfiance des deux côtés. Est-ce que. Voilà, on a l'impression en plus que Donald Trump, alors que ces négociations sont la clé, il montre aucun empressement à négocier avec l'Iran. Alors peut-être que ça lui pose un problème parce qu'il a dit que tout a été détruit. Donc s'il négocie, ça veut bien dire que ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, en tout cas, je suis d'accord avec toi, c'est la clé. Et puis, alors, effectivement, je n'ai pas répondu totalement. Il y a ceux qui disent qu'il ne faut pas négocier que sur le nucléaire, il faut parler de tout. La politique régionale, on en parlait tout à l'heure, notre programme balistique. Bon, je pense qu'il faut être réaliste. Et déjà, à mon avis, j'ai appris quelque chose en travaillant avec l'Iran, c'est qu'on ne peut pas régler tous les problèmes d'un coup. Il faut peut-être compartimenter. Donc déjà, ce serait quand même une bonne chose qu'ils arrivent à se mettre d'accord sur cette question nucléaire. Ouais. Alors peut-être une dernière question avant que tu conseilles un livre à la communauté. Si tu avais une seule image mal comprise de l'Iran que tu voudrais rectifier ou que les gens comprennent mieux, soit de quelque chose que tu as discuté aujourd'hui, soit de quelque chose qu'on n'a pas évoqué et qui est dans un de tes ouvrages, est-ce qu'il y a une image, une idée où tu te dis « j'aimerais tellement que les gens comprennent que ça c'est erroné sur l'Iran et que c'est plutôt ça la réalité iranienne ». Ben, je trouve que cet été, j'ai lu, c'était une bande dessinée, et c'est une jeune Bretonne, alors je ne sais pas si elle est bretonne, enfin, elle est part d'un petit village en Bretagne, en vélo, pendant le Covid, et elle décide d'aller en Iran en vélo. Et c'est tout son voyage, elle raconte en bande dessinée. Et alors, il n'y a pas que l'Iran, hein, elle part par l'Italie, l'Espagne, elle raconte tout. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle donne une... et ce qui est une réalité, moi j'ai toujours rencontré, c'est moi ce que j'ai toujours été frappé aussi, c'est qu'il y a le sens de l'accueil et la gentillesse des Iraniens. Donc j'ai eu plein d'exemples, etc. Ça me rend très triste parce que on a parlé de tous ces Français qui ont été arrêtés en Iran, c'est une réalité. Effectivement, ils sont retenus. Oui, on peut parler d'otages, etc. Mais pour moi, c'est pas l'image que j'ai de l'Iran. Heureusement, donc moi, ce que j'ai toujours été frappé, c'est la gentillesse et le sens de l'accueil des Iraniens, à quel point ils sont curieux, ils sont gentils avec les étrangers. Et donc, elle en parle dans cette bande dessinée. Donc, je pense que ça, c'est... tous ceux qui vont en Iran sont frappés par ça. Hein. Ils ont un haut niveau d'éducation, beaucoup de politesse, et puis ils accueillent l'étranger, ils sont très, très polis, ils sont tellement gentils, serviables. Donc, ça, c'est vraiment une qualité propre, on va dire, à la population iranienne. Est-ce que tu as un livre à conseiller à mon audience? Un livre qui t'aurait marqué, un roman ou autre? Alors, j'avais des films, moi, mais j'espère que je ne sais pas mon âge, mais
plutôt, le cinéma iranien m'a beaucoup apporté. Parce que j'ai retrouvé dans le cinéma, pour ça on dit quelquefois un bon film, il faut, je sais pas, des thèses entières, parce que il y avait le film, je sais plus que le titre exact, c'est Une séparation de grand Farhaghi, je sais plus comment il s'appelle, qui a eu une palme d'or récemment. Non, c'est pas palme, c'est pas, je sais pas s'il a eu palme, non, il a pas eu de palme d'or. Mais un film qui s'appelle Une séparation, il faudrait que je retrouve les titres exacts. J'ai trouvé un film extraordinaire, c'est-à-dire c'était à la fois un film qu'on suivait parce que c'était comme un roman policier. Enfin, voilà, il y avait plein de. C'est un peu la caractéristique de ce réalisateur. Il vous accroche, etc. Mais d'un autre côté, il traduisait bien cet affrontement entre plusieurs cultures en Iran, parce que l'histoire du film, c'est, on va dire, un couple de la classe moyenne urbaine plutôt moderne et un couple de la classe moyenne, on va dire, plutôt ouvrière. Et c'est leurs relations et leurs affrontements. Et j'ai trouvé que c'était très, très bien fait. Et on voyait bien, effectivement, tous ces débats de la société iranienne dont on a parlé. Si tu veux, c'est toujours, en Iran, on est toujours, on voit très bien qu'il y a une aspiration à la modernité. D'un autre côté, aucune société n'est désincarnée. Hein, on est dans une société, il y a des rapports de force, il faut gagner sa croûte tous les jours. Donc, on a beau vouloir être moderne, ben, il faut vivre avec cette contrainte-là. Donc, ce film est remarquable. Alors, je pense qu'il y a un bouquin qui m'a beaucoup marqué. Je ne me rappelle plus le titre exact, mais je te le donnerai. C'est un Anglais qui a vécu en Iran, qui s'appelle Christophe de Bellègue, qui a écrit un livre que j'ai lu dans les années 2000, qui s'appelle... c'est un peu ses souvenirs, parce qu'il a vécu en Iran. Et c'est un certain nombre de ses rencontres avec l'Iran. Et il donne une autre image de l'Iran. Et ce que j'ai bien aimé, c'est voilà, c'est un peu l'Iran de l'intérieur, quoi. C'est un peu ce que j'ai vécu moi. Il est étranger, mais il fait un effort pour montrer le contexte. Il parle beaucoup de la guerre Iran-Irak. Il interviewe des gens qui ont fait la guerre Iran-Irak, etc. Donc, ça s'appelle, en anglais, c'est In the Garden Rose of Martyrs. On va voir le titre exact. Donc, c'est le jardin des roses des martyrs, parce que on parlait du schisme en Iran, dans toute cette composante dans le schisme iranien, tous ceux qui sont allés se battre contre les Irakiens, la composante du martyr est très importante. Donc effectivement, il y a on en parlait tout à l'heure, c'est compliqué, il y a un mélange entre je donne ma vie pour défendre mon pays, mais je donne ma vie aussi, je suis l'exemple de Imam Hossein et je deviens un martyr dans la tradition chiite. Donc en tout cas, j'ai trouvé que c'était un livre remarquable en anglais, mais qui décrivait bien une réalité iranienne, et surtout, il faisait parler des Iraniens, notamment ceux qui ont fait la guerre Iran-Irak. Thierry Coville, merci beaucoup du temps que tu nous as accordé. On te souhaite tout le meilleur pour la suite. Et on mettra dans la description tes ouvrages, en espérant que les personnes aillent le lire. C'était excellent à préparer ce genre de podcast. Donc encore merci et bonne continuation pour la suite. Je t'en prie, c'était un plaisir, merci.